Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est Jetstock qui discute. 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 Yeah. Ça fait combien de temps qu'on s'est vu? Ça fait des années. Puis je pense que la dernière fois, c'est quand tu es venu courir Oui! avec... En fait, non, tu vois, je viens de me rappeler, c'est parce que tu avais traversé le Canada en 2014. Uh-huh. J'étais venu courir avec toi quand tu étais à Montréal, mais j'avais animé votre party d'arrivée. Oui. Fait que c'est quelques mois après. Oui. C'est ben trop vrai. 6 ans. Incroyable. Comment tu vas? Ben, ça va bien. Yeah? Ça va bien. La vie va vite. Ça passe vite. Il y a d'autres défis qui s'en viennent. Je reste actif. J'aime encore courir. Mais man, est-ce que tu te considères comme un athlète professionnel? C'est un peu ce que t'es. Je suis un amateur professionnel. C'est ça. Tu sais, je suis pas un Olympien. Je gagne pas ma vie directement avec ça. Mais c'est une grosse partie de mon histoire. C'est une grosse partie de mon style de vie. C'est un reflet un peu du message, du mindset qui va avec tout ça. Je suis un athlète d'endurance. Je suis pas un sprinter. Donc, moi, j'aime ça quand ça fait mal longtemps. Puis, Dis de même, ça sonne pas attrayant du tout. non, c'est ça. Tu vois, la première fois, moi, mon premier souvenir de toi, justement, c'était je travaillais au Ironman de Tremblant. Wow. Et toi, tu participais, tu courais. Et je me souviens encore, j'étais avec notre ami en commun, Patrick Saint-Martin, qui est la raison pour laquelle je te connais, tu sais, puis qui t'avait accompagné dans ta traversée du Canada, dont on va parler. Mais puis il m'avait dit, je te connaissais pas encore. Puis l'Ironman était débuté. Puis nous, on était, si je me trompe pas, quelque part dans l'aube de la course où tu nous croisais 2 fois. C'était comme, je sais pas à quel kilomètre on était. Puis il était comme, il voulait vraiment qu'on se déguise de manière niaiseuse puis qu'on prépare des jokes sur un carton. Puis c'était comme, non, tu vas voir, genre, il est drôle en crise puis il veut qu'on le niaise. Mais il va être rendu à son 21e kilomètre de course. Il va avoir fait son 4 km de nage, son 180 de vélo. Il va être brûlé, tu sais, comme, non, inquiète-toi pas. Et comme de fait, quand t'es arrivé, on avait préparé des jokes vraiment niaiseux sur un carton qu'on dépliait. Genre, c'est une devinette, je me souviens pas, puis on était déguisés n'importe comment. Puis tu nous as vu, mon gars, là, on aurait dit que tu venais de commencer à courir sur le coin de la rue tellement t'étais fresh, puis c'était juste comme, t'avais niaisé avec nous autres, puis j'étais comme, OK, mais ce gars-là est dans une classe à part, genre. Ben, puis tu sais pas à quel point ça fait du bien quand... Je sais pas, t'es dans ce moment de noirceur-là, c'est difficile, c'est long, c'est un Ironman, c'est 12 heures, c'est 15 heures, puis tu vois des bons amis, tu vois des gens qui sont là pour te supporter. Ça te donne cette énergie-là, mais puis ça, je m'en souviens comme c'était hier, puis cette station d'aide-là en particulier, puis la station d'aide, c'est pas compliqué, t'es supposé de ressortir de ça, revitaliser, plein d'énergie. Puis j'ai souvenir, j'étais tellement content de vous voir, je me mets à crier, à jouer avec vous autres. Puis je pars de la station d'aide, puis je me dis, hey, je suis encore plus fatigué que quand je suis rentré. J'ai oublié de prendre de l'eau, comme la prochaine est dans 5 km. Mais ça fait du bien à l'âme et à l'esprit. Puis, tu sais, ces événements d'endurance-là, si t'as pas ce carburant-là, même avec ben de l'eau puis du Gatorade, tu vas pas loin, là. Mais toi, toute cette histoire-là a débuté comment? Parce que est-ce que tu faisais du sport d'endurance plus jeune quand tu étais kid? Le kid, tout le temps choisi le dernier dans l'équipe au primaire, là, ce loser-là, là, c'est moi pendant 15 ans. Incroyable. Donc, je viens pas d'une famille de hockey, d'une famille sportive. Mes parents, c'était pas des courus de marathon. Rien de tout ça. Mais chez nous, on a grandi en campagne. Puis la valeur importante, c'était le travail. That's it. Donc, j'ai commencé à travailler sur une ferme, à rentrer le foin, à ramasser de la roche à 12 ans. J'ai jamais... Ma première... 3 piastres de l'heure. Mon premier job, le salaire minimum était à 5,50. Non! Je te jure. Non! Mes parents, ils avaient accepté ça. Puis aujourd'hui, je comprends... c'était pas les sous là, qui comptaient, mais c'était l'éthique de travail. Puis c'était, tu travailles fort, puis tu ramasses quelque chose après. Yeah. Puis là, moi, je ramassais pas grand-chose après. Fait que, tu sais, t'en prenais soin, puis tout ça. Puis c'est vraiment
mentalité-là plus tard qui s'est transformée ou transférée dans le sport. Puis par hasard, tu sais, la vie est pleine de hasard, de rencontres, des gens influents, des belles influences. J'ai commencé à faire de l'escalade puis du sport d'endurance en fin de vingtaine. Après un début de vingtaine quand même turbulent. Qu'est-ce que tu veux dire, turbulent? Bon, j'espérais que tu poses pas de questions. Turbulent. Rien de trop wild ou de trop anormal, mais certainement pas santé. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. Tu es habitué à répondre à ces questions-là de manière polie. Puis, regarde, si tu vois ce que je veux dire. C'était d'autres sortes de marathons. Est-ce que... à quel moment tu as appris que tu étais diabétique? Début mai 2002. Pendant les marathons moins santé. Donc, fleur de l'âge, social butterfly, étudiant à l'université. Et puis, c'est vraiment la vie qui bascule. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait « Hey, là, je file pas bien, je vais aller faire des tests? » ou? Mon frère a été diagnostiqué avant moi. Puis, parenthèse, moi, je l'ai vu souffrir, ça m'a fait de la peine. La famille a voulu aider, il a passé à travers des choses dures. Pendant plein d'années, je me suis dit, j'aimerais ça l'avoir, tu sais, je comprendrais, je pourrais aider. Fait que c'est ça. Fuck! Ouais. Puis, fait que, contrairement à lui, il en est presque décédé, donc c'était une question d'heures. Si on ne l'amenait pas à l'hôpital, c'était fini. Moi, j'ai reconnu les symptômes parce qu'on était devenus familiers avec ça. Donc, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. C'est pas que je mange trop ou pas assez de sucre. C'est le système immunitaire perd la carte, descend dans le pancréas, détruit les cellules bêta qui fabriquent l'insuline. Puis maintenant, l'insuline, je dois l'injecter. Puis avant, c'est pas que je l'étais sans le savoir, donc c'est presque, la destruction du pancréas se fait en quelques semaines, mois, mais vers la fin, mais là, le sucre reste dans le sang, donc la glycémie monte. Et ce qui se passe, c'est que la seule façon que ton corps, c'est dangereux, donc la seule façon que ton corps a de l'éliminer, c'est par l'urine. Donc là, ton corps est bien fait, le cerveau assèche ta bouche, puis te dit, t'as soif. Donc, j'ai des souvenirs, là, tu bois 2-3 litres d'eau à l'heure, tu vas faire pipi 4-5 fois à l'heure. Fait que là, 24 fois 4-5 fois, tu vas pisser 100 fois dans ta journée. Il y a un problème. C'est clair. Puis là, c'est des symptômes très, très, très flagrants. Donc, tu te rends à une clinique, puis ils te piquent, puis ils te disent, ils testent la glycémie, puis ils disent, t'es diabétique de type 1. That's it. Juste de même, direct de même que tu apprends ça. Oui. Puis moi, j'ai un souvenir. Là, tu es hospitalisé parce que là, ça va pas bien. Jamais j'oublierai. J'étais dans mon lit, il m'avait dit ça. Il m'avait fait toutes les premières injections. Puis à un moment donné, il y a un transfert. Mais ils donnent la seringue. Puis ils disent, c'est à ton tour maintenant. L'infirmière s'en va. Puis là, moi, je suis seul dans mon lit avec ma seringue. Puis je suis comme, pouvez-vous me le montrer? Oui. La première fois, tu sais. Fait que, tu sais, dans ces moments-là, tu sais, statistiquement, on est des millions à voir ça, mais tu es tout le temps diagnostiqué tout seul. C'est ça. Puis ça, ce moment-là, ce point de bascule-là dans ta vie, c'est sûr, ça laisse des traces. Puis là, tu as un choix à faire aussi. Comme le reste, comment je le vis. Puis c'est vraiment correct de vivre une noirceur au début. Puis il faut pas... Il faut pas essayer de tout surmonter. Là. Il y a des choses que tu accueilles, puis tu danses avec, puis il faut que tu es mastiques, puis il faut que tu vois ce qu'il y a à aller chercher là-dedans. Mais tu as quand même, c'est ça, une décision à prendre à ce moment-là, puis je vais vivre comment avec ça. Puis toi, ça a été quoi cette décision-là? Écoute, je pense que le parcours parle fort. J'ai dit, je veux continuer à faire ce que j'aime. Puis quand on me demande c'est quoi le meilleur conseil que j'ai à donner à un jeune nouvellement diagnostiqué, une famille, le conseil, c'était quoi le dream avant, puis il n'y a rien qui a changé. Donc, concentre-toi là-dessus. Puis c'est sûr, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, si you want it bad enough, tu vas faire ce qu'il faut pour prendre soin de ton diabète, pour bien te sentir, puis continuer à progresser, puis... Mais c'est sûr, c'est une couche de complexité additionnelle gigantesque dans nos vies. C'est clair. Puis toi, y a-tu eu un moment de noirceur? Oui. C'est clair. Oui. Puis il y en a encore. Quand j'en ai encore, sont courts. Tu sais, c'est une journée où ma glycémie est moins bien contrôlée. Je suis tanné. Puis là, je suis
tanné aujourd'hui. Tu sais, c'est pas des longs moments, puis c'est correct ça que ça arrive. Mais je sais pas, tu fais ce qu'il faut pour passer à travers ça. Puis là, au début, faut que tu te piques combien de fois par jour? Comment ça fonctionne? Ben, au début, aujourd'hui, je porte une pompe à insuline. C'est ça. Qui fonctionne comment? Donc, la pompe que j'utilise, c'est la Tandem T-Slim X2. Donc, ça, c'est branché sur moi 24 heures sur 24. La pompe injecte un taux de base qu'on appelle, donc un petit flot constant d'insuline, 24 heures sur 24, qui est programmé en fonction de mes besoins à moi. Puis à tous les repas, je dis à la pompe, donne-moi tant d'unités d'insuline en fonction de ce que je mange. Puis de l'autre côté, il y a une petite sonde. Ça, c'est la lecture de glycémie en continu. Donc, Dexcom G6. Et ce qui est magique, c'est que ces deux trucs-là se parlent. Donc, ça, c'est quand puis là, tu as commencé à me demander, c'est combien de piqûres au début? Au début, c'est 4 piqûres par jour minimum. Tu fais ça manuellement. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, on a une technologie qui injecte, on a une technologie qui mesure. Puis ces deux technologies-là se parlent. Il y a un peu d'automation là-dedans. La pompe, la lecture de glycémie prévoit la glycémie dans 30 minutes, est capable de prendre des décisions pour moi, peut intervenir. Donc, je suis encore diabétique de type 1, mais le fardeau que ça représente est vraiment léger. Mais oui, c'est ça, c'est complètement différent. Oui. C'est incroyable. Oui. Puis, est-ce que en 20 ans, tu as vu une différence aussi au niveau des résultats? Est-ce qu'en guillemets, c'est moins grave avoir le diabète? Je pense que c'est pas moins grave, puis c'est une maladie sérieuse, mais les outils qu'il y a à notre disposition pour gérer la maladie à tous les jours ont vraiment évolué, puis ça fait une grande différence. C'est clair, assez hot. Fait que là, t'as reçu le diagnostic, c'est sûr que ça fait, je peux même pas m'imaginer. Et à quel moment t'as fait, OK, là, moi, je m'en vais à quelque part avec ça. Parce que là, dans le milieu, je dis le milieu, là, c'est un peu weird. Je suis peut-être maladroit là, dans ma manière de poser la question, mais dans le monde du diabète, t'es une figure vraiment respectée puis qui a repoussé certaines limites, j'imagine. Tu sais, moi, quand je suis allé courir avec toi, j'ai vu des kids pour qui t'étais quelqu'un en tabarnouche, là, tu sais. Mais il y a eu un point de départ avant que tu deviennes cette personne-là que tu continues d'incarner aujourd'hui. Puis ça a été quoi, ce point de départ-là? C'est de vouloir aider puis de vouloir avoir un impact. Puis moi, rapidement, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose avec ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de gens puis de familles qui vivent avec ça, qui vivaient des moments difficiles, qui arrêtaient de vivre, qui arrêtaient d'être, qui arrêtaient de rêver, puis qui voyaient cette condition-là comme une réelle limite. Puis ça, c'était pas vraiment correct avec moi. Fait que tout ce que je voulais faire, tu sais, puis les premières fois que je parlais en public, c'était dans un camp de vacances. J'étais assis à terre en culotte courte avec 12 jeunes diabétiques au camp 3 Saumons, tu sais. Puis le message était bien simple. C'était comme « Dream big, continue de faire ce que t'aimes, puis tu peux faire tout ce que tu veux. » là. Fait que c'est vraiment ça qui a un peu lancé tout ce que je voulais faire. Puis je voulais pas juste le dire. Tu sais, je voulais le montrer. Puis c'est pas tout le monde qui va faire l'ascension du Mont Everest, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est comme, si ça se peut, là, bien, tout se peut. Donc, toi, c'est quoi ton affaire? Bien, fonce. Mais il y a quand même, tu as eu ton diagnostic en mai 2002. Oui. Tu as monté l'Everest en 2008. Oui. Il y a juste 6 ans, la différence. Tu sais, comme, c'est fucked up. Bien, c'est que je voulais le faire avant. Puis ça, c'est une super belle conversation. C'est que je voulais faire l'ascension du Mont Everest avant. C'était un rêve de petit gars, puis c'est bon. Puis, puis c'est hot la vie des fois parce que, tu sais, début de vingtaine, je te jure, là, je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une petite gloire un peu attirante dans le Mont Everest pour un jeune homme de 20 ans avec peu de maturité. Donc, il y avait un peu d'ego dans le rêve. Je suis super à l'aise de le dire. Puis là, tu as ce diagnostic-là qui change tout. Puis je t'en parle, j'ai la chair de poule. Comme, c'est plus juste pour toi. C'est l'important, c'est ce que ça va vouloir dire, cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que j'ai de la gratitude envers cet événement-là.
c'est venu donner un sens à quelque chose que je voulais déjà faire. Puis pour toute la suite du parcours, ça a été ça, le carburant. C'est malade. Ta préparation pour l'Everest, ça a été quoi? Parce que il faut que tu te prépares à faire ça. Idéalement, c'est ça. J'habitais à Vancouver à l'époque. Fait que c'était un paradis pour se préparer. Il faut que tu sois prêt, si on pourrait en parler pendant des heures, il faut que tu sois prêt techniquement, il faut que tu sois prêt physiquement, il faut que tu sois prêt psychologiquement. Fait qu'on grimpait localement. J'ai grimpé avec une équipe avec laquelle je faisais le Mont Everest. À toutes les années, j'essayais de monter l'altitude à laquelle j'allais goûter, voir comment le corps réagissait. On a grimpé ensemble. J'ai grimpé au Tibet, j'ai grimpé au Kyrgyzstan. On allait faire des tests. Puis, pour, à un moment donné, arriver à un point où l'équipe s'est dit « Je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on a une shot. » Puis, on y va. Puis dans la préparation, y avait-tu un médecin avec toi qui te suivait? Comment toi, tu te préparais à ça personnellement avec ta condition? Oui, bien, médecin vraiment impliqué, passionné, puis qui comprenait l'intention aussi. Des médecins qui ont dit, moi, je touche pas à ça, il y a trop de responsabilités, si tu reviens pas, si je me fais poursuivre. Bien, ça, j'en ai rencontré, puis clairement, j'ai pas voulu travailler avec ces gens-là. Je me souviens, je veux dire, l'année avant l'Everest, j'étais au Tibet, puis on n'avait pas atteint le sommet, mais je faisais plein de tests. Je voulais tester les flacons d'insuline en altitude, voir si ça allait être assez solide. Je voulais tester mes systèmes, parce que l'insuline, c'est bon température pièce 30 jours. Donc, si ça gèle, ça ne marche plus. Puis si c'est pas réfrigéré pour plus de 30 jours, ben ça ne marche plus. Puis l'ascension du Mont Everest, c'est 2 mois, puis tu es parti 3 mois. Il n'y a pas de frigidaire là, au camp de base. Fait qu'imagine la logistique pour le stockage puis l'entreposage de l'insuline pour les garder dans les bonnes conditions. Tu es mieux pas te tromper parce que ça te garde en vie. Donc, tout ça, c'est ça qui a pris des années à planifier comme logistique pour arriver à un point où l'équipe était confortable. Je me souviens d'arriver au camp de base, puis de me dire, honnêtement, je n'atteins pas le sommet à cause que je suis pas bon, à cause qu'il n'y a pas de météo. Je suis correct avec ça. Mais je voulais pas que le diabète soit la raison pour laquelle je n'atteigne pas le sommet. Puis c'est spécialement là-dessus que j'ai passé des années là, à arriver avec un plan blindé. Puis honnêtement, j'étais vraiment confiant quand on est arrivé au camp de base. Comment vous avez réussi à faire tout ça fonctionner? Écoute, plein de solutions, de contingences, de planification des pires scénarios. Puis il y a un aspect de... Tu sais, il y a un risque de déception pour l'ego, il y a un risque de déception pour toi. Fait que, tu sais, on disait, ben s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Si ça va mal, ça prend combien de temps amener de l'insuline au camp de base? Ou ça prend combien de temps à me sortir de là? Il y avait, écoute, je suis parti là avec 2 pompes, avec de l'insuline pour des années. L'affaire ici, c'est que tu as beau avoir un magnum d'insuline. Si tu le casses, tu le perds, tu te le fais voler, ben, who cares si tu as 3 litres? Donc, il y a une question d'en avoir assez, mais d'entreposer ça à des endroits différents. Donc, ça aussi, on pourrait en parler des heures. C'est super complexe. Puis là, tu t'en vas faire l'ascension du Mont Everest, là. Donc, tu as d'autres affaires aussi à penser là, que ton diabète. Fait que c'est énormément de travail, mais ça se peut, puis c'est ça le message. T'avais-tu peur? Oui, je pense que ça a aidé que j'avais 28 ans, puis un petit peu plus... je sais pas, tu vois, les années passent, puis tu te rends compte... Je sais pas, je regarde en arrière, puis... Tu sais, je me souviens faire le hug à ma mère là, en partant. Là, parce que quand tu pars, tu sais, tu t'en vas faire l'ascension du Mont Everest. Là. Fait que tu es à l'aéroport, il y a des amis, les bons sont là, puis la famille. Puis là, tu hugs tout le monde avant de partir. Trust me, là, peu importe l'âge que tu as, ta mère, c'est la dernière. Puis là, moi, je m'en souviens, tu le vois dans ses yeux, là, elle sait vraiment, OK, il y a une chance. Puis ça m'a fait quelque chose à l'époque, mais là, comme... presque 15 ans plus tard, là. Puis moi, j'ai eu 39 ans 3 fois en ligne à date. Là. Donc, tu sais, j'arrive à un point où c'est comme je réalise ce que je leur ai fait vivre, puis je réalise que je comprenais pas. Je comprenais pas tant ce qu'ils vivaient.
Fait que oui, j'avais peur, mais il y avait tellement un désir de réussir aussi. Peut-être que j'étais un peu clueless, là. Peut-être que tu avais besoin d'être comme ça aussi pour pouvoir faire ça. Ça se peut. Ta préparation, quand tu dis qu'il y avait un côté technique, physique, mental, comment tu préparais chaque étape? Un pas à la fois, avec de la constance, en fait, toujours un petit peu. Technique, mais il faut que tu grimpes, il faut que tu apprennes, il faut que tu développes, il faut que tu sois bien coaché, il faut que tu aies une bonne équipe, des bons coéquipiers. Fait que tu grimpais combien de jours par année? Toutes les années, il y avait un gros voyage en haute altitude, puis après ça, c'était localement à Vancouver. OK. Ensuite de ça, ben, physiquement, ben, d'être en forme, de prendre soin de toi. Comment tu faisais ça? À l'époque, j'étais pas dans le mode course. Fait que, tu sais, j'étais bien hiking puis tout ça. Fait que tu sors des longues journées avec le gros sac. Puis c'est un peu ça, l'Everest. L'Everest, c'est pas obligé de faire un 5 km en 20 minutes, là. Mais c'est de l'endurance. Puis c'est d'être capable d'endurer de passer à travers des journées de 15 heures de marche ou quelque chose comme ça. Puis psychologiquement, ben, je pense que ça vient avec les années. Avec le temps passé en montagne, ça vient avec un peu d'humilité, d'écouter les histoires des autres, les conseils des autres, comprendre que le sommet, c'est la marque de la moitié, il faut que tu redescendes, c'est juste ça qui compte. Comprendre que si tu n'atteins pas le sommet, parce qu'il n'y a plus vraiment de raison de mourir là. On connaît la montagne, on sait quoi faire, puis si tu attends que ça aille mal pour virer de bord, il est trop tard. Fait que ça prend une sagesse et une humilité de dire, regarde, il faut revirer de bord. Il faut le faire avant que ça aille trop mal. Fait que ça vient avec les années, je pense. C'est malade. Puis quand t'es parti, c'est quoi, quand tu dis que t'es parti 3 mois, puis que l'ascension dure 2 mois, comment, le tog ta mère, t'embarques d'un avion, puis c'est quoi le périple? Comment ça se passe? C'est un genre de 36 heures pour te rendre au Népal. Un genre de 2 jours quand tu arrives là. Bon, tu te remets un petit peu, des meetings d'équipe, on regarde l'équipement. Ensuite de ça, on prend... L'équipe, vous étiez combien? On était 5 alpinistes. On avait 2 guides canadiens. Et puis l'équipe de Sherpa, l'équipe de support. Personne ne peut parler du Mont Everest sans rendre hommage aux Sherpa. C'est grâce à eux qu'on arrive en haut point final. Donc, ça doit être dit. Eux, ils font quoi? Les Sherpas, ils transportent des charges. Il y a une hiérarchie, tu sais. Donc, il y en a qui sont cooks au camp de base, puis ils ne quittent pas là. Il y en a qui font simplement transporter de l'équipement. Il y en a d'autres qui sont avec nous tout le temps. Puis nous, on avait grimpé avec la même équipe l'année d'avant. On voulait être amis, on voulait une relation. On voulait pas que ce soit des sous-traitants. On voulait bâtir une équipe forte. Vous aviez monté où l'année précédente? Cho Oyu, Tibet. 6e plus haute montagne au monde. Ça n'avait pas marché, on n'avait pas atteint le sommet. Puis c'est drôle, Cho Oyu, c'est 8200, je pense. Fait que c'est 600 mètres plus bas que l'Everest. C'est à peu près la même affaire, mais tout le monde s'en fout, là. Cho Oyu. C'est fou, hein? C'est la même affaire, mais personne ne parle de ça, là. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint le sommet cette fois-là? Il faisait pas assez beau? Météo. Puis ça, mettons, quand vous prenez cette décision-là, parce que c'est une journée, c'est une fois, tu réessayes pas? Bonne question. Fait que, dépendamment que tu es rendu où, tu peux attendre un peu. Quand tu t'entends un push sérieux en très haute altitude, puis là que le corps commence en depletion, là, qui me vient en tête, tu ne peux plus vraiment revenir en arrière. Donc, mais ça a tellement pas bien allé cette année-là. Je pense pas qu'on est monté plus haut que le camp 2 sur le Cho Oyu, puis ça passait juste pas, là. Acclimaté ou pas acclimaté, ça passait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le feeling dans ton corps quand tu dis ça passe pas? L'altitude, c'est une plus petite densité d'oxygène dans l'air. Donc, c'est pas qu'il y a moins d'air, là, c'est qu'il y a moins de molécules d'oxygène par volume. Donc, quand tu respires, le volume d'air dans les poumons, c'est le même, mais c'est comme s'il y a moins de nourriture dedans. Ouais. Fait que tu prends une grande respiration, puis t'en as comme pas assez, t'es essoufflé. Donc, je sais pas, tu peux imaginer, puis en très haute altitude, là, moi j'ai souvenir, 8 mètres et plus, t'es à un pas, 5 à 10 respirations, puis si t'essaies d'aller trop vite, ou là, il y a un escarpement, puis il faut que tu sois plus intense pendant 20 secondes, c'est comme si tu sprintes pendant 100 mètres, puis t'es complètement essoufflé, mais ça revient pas, là, comme ça reste comme ça, fait que tout arrive super tranquillement, il faut que tu sois calculé, méthodique. Faut que tu restes calme. On a un collègue qui n'avait pas atteint le sommet l'année avec nous.
il y avait des attaques de panique, puis il venait trop essoufflé, mais là, il arrachait son masque de sa tête parce que là, t'es comme plastique, tu sais, fait que ton réflexe, quand t'es plus capable de respirer, c'est d'arracher ce que t'as par-dessus sa face. Mais là, t'en as encore moins d'oxygène, puis ça fonctionnait pas. Fait qu'ils avaient quitté le camp 4 pour la poussée finale vers le sommet, puis ils ont décidé de redescendre. C'est tellement intense. Puis comment vous faites pour communiquer les uns avec les autres avec votre masque à oxygène? Rendu là, on est sur radio. OK. Tu peux être à 100 mètres de quelqu'un, mais t'es à 1 heure de cette personne-là, à cette vitesse-là. Il n'y a personne qui est seul. On est attaché quand il faut être attaché. Il y a notre équipe qui est avec nous, donc les guides, les Sherpas, qui font un travail extraordinaire. Je mentionne, tu sais, notre équipe, il y avait avec moi avec le diabète de type 1, il y avait un dude qui avait 71 ans. On avait quelqu'un avec la maladie de Crohn, puis on avait un amputé. Donc, on avait une équipe complètement unique, particulière. Wow! Puis qui, de l'extérieur, avait de l'air, tu sais, quand même, il y avait des questions, là, mais, tu sais, imagine cette équipe-là, comment qu'à l'entraînement, tu sais, il faut communiquer, il faut s'aider, il faut briller quand c'est le temps de briller, il faut demander de l'aide quand c'est le temps de demander de l'aide. On était rassemblés, tu sais, pas tant autour du sommet, mais plus comme une mission, un message. Puis ça, je pense que ça nous a aidé beaucoup. Fait que c'est ça, parenthèse sur l'équipe, mais on communique par radio à ce point-là. C'est malade. Puis là, quand la décision est prise, hey, on se rendra pas au sommet, on vire de bord, puis c'est ça qui se passe aujourd'hui. Puis tout ça, entre gros guillemets, pour ça, malgré le fait que, ultimement, vous avez monté une grande partie de la montagne. Quand vous revenez au camp, c'est quoi la vibe? C'est quand même bon. Puis si la vibe est bonne, tu vois que tu as une bonne équipe. Donc, moi, j'ai pas eu à prendre cette décision-là sur mon Everest. J'ai été super chanceux. J'ai eu la chance de voir la vue d'en haut, d'atteindre le sommet. Mais si tu es fâché de ne pas avoir atteint le sommet, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe, surtout à l'entraînement. C'est signe que, tu sais, il faut que tu aimes le processus. Il faut que tu aimes être en montagne. Il faut que tu aimes revenir de la montagne. Tu sais, c'est comme, si tu es fâché de ne pas avoir atteint le sommet, tu ne te concentres pas sur les bonnes affaires. Puis c'est des comportements qui sont, à mes yeux, c'est des red flags, c'est dangereux. Quelqu'un qui est tout le temps fâché de ne pas avoir atteint le sommet, pas tant sûr, j'ai le goût de grimper avec. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou tu as appris ça à force de le faire, d'un peu éteindre l'orgueil, tasser l'ego, puis trust the process? Ah, c'est complètement acquis. J'avais pas cette sagesse-là là, en début de vingtaine. Non. C'est acquis, puis ça vient de bonnes influences. Puis je pense, j'ai pas d'enfant, mais je pense c'est la chose à faire. C'est juste entourer soi, puis ses enfants, puis de bonnes influences, puis de gens qui sont sages, de gens qui ont vu plus que nous autres, puis de gens qui nous inspirent, puis tout ça. Fait que non, tout ça, c'est acquis. Puis je suis comme juste au début de mon processus, là. Tu le sais, plus on vieillit, plus tu te rends compte qu'on sait rien, là. Fait que, puis tu prends ce plaisir-là à apprendre, ce plaisir-là à rien savoir, ce plaisir à être ouvert, ce plaisir à vouloir écouter, puis communiquer avec l'autre. C'est malade. C'est tellement des expériences qui ont dû t'apprendre humainement. Tu sais, dans le sens, évidemment que physiquement, les photos sont impressionnantes, les souvenirs sont grandioses, mais après ça, au quotidien, c'est des apprentissages qui sont grandioses. Là, tu sais, de faire, hey, techniquement, tu sais, de voir quelque chose qu'on pourrait percevoir comme une défaite, comme, hey, on s'est pas rendu au sommet, en gros guillemets, de le voir comme, hey, non, nous autres, le process est plus. Le but, c'est plus loin que le sommet. Mm-hmm. C'est d'envoyer un message, c'est de repousser les limites, c'est de faire croire à des gens qui pensent qu'ils peuvent pas atteindre leur but, qu'au contraire, ils peuvent le faire. C'est tellement plus grand que c'est extraordinaire. Puis rendu à l'Everest, donc là, ce que je t'avais coupé au départ, mais là, 2 jours, il y a des meetings avec l'équipe et tout ça. Et là, à quel moment... Là, vous êtes complètement au bas de l'Everest à ce moment-là? Non, c'est ça. C'est pas toi qui me coupe, c'est moi qui parle dans 10 000 directions. J'adore ça. Non, on part... Bon, quand l'équipe est prête, on part de Katmandou.
Puis ça, il faut que les gens regardent ça. C'est le vol le plus dangereux ou le plus intéressant au monde, là, de Katmandou jusqu'à Lukla. L'aéroport de Lukla, imagine-toi une montagne au Népal. La piste d'atterrissage est en angle comme ça dans le flanc de montagne. Ici, il y a une falaise. Fait que manque pas ta shot. Okay? Puis, c'est une des pistes d'atterrissage les plus spectaculaires au monde. C'est dans toutes les top 10. Donc, c'est un vol d'1 heure jusque-là, jusqu'à Lukla. À Lukla, tu atterris à peu près, je pense, à 2700 mètres d'altitude. De là, c'est une marche de 10, 12, 14 jours pour se rendre au camp de base, pour se rendre là où ça commence. Fait que ça commence déjà avec une marche de 12, 14 jours. Puis pendant cette marche-là, mais c'est magnifique. Je veux dire, t'es émerveillé à chaque pas. Ça ressemble à quoi? C'est des vallées, des rivières dans le fond, des montagnes, je suis allé 3 fois, selon le moment où tu y vas. Si c'est la saison des pluies, c'est fleuri, ça sent le miel, les gens sont magnifiques, des petites cabanes de pierre, c'est une vie au ralenti, ils n'ont pas de problème de cellulaire, puis de stress, puis t'es entouré des plus grosses montagnes au monde. C'est des géants, il y a une énergie là-dedans, ça te passe à travers, c'est magnifique. Puis ces géants-là, ce calme-là, on parlait d'humilité puis tout ça, puis ça calme. C'est une énergie qui est forte, mais ça calme. C'est magnifique. Tu as cette marche-là 10 jours. Donc là, quand tu pars, là, mettons, tu atterris sur la piste d'atterrissage, vous débarquez, vous prenez chacun vos sacs. Hein? Là, la température ressemble à quoi? C'est ce que c'est, ça peut être n'importe quoi. Clairement, tu es là pendant la saison favorable pour l'ascension. Donc, il n'y a pas trop de pluie, il n'y a pas trop de précipitations. C'est relativement clément. En basse altitude, là, c'est la marche de 10 jours, donc il fait 0, 5, 10, 15 degrés, quelque chose comme ça. Puis, est-ce que tu te souviens quand vous avez commencé à marcher, parce que techniquement, vous ne commencez pas l'ascension, mais le périple, il commence là, tu sais. Oui, puis ce que tu fais là compte. Il y a des pauses pour l'acclimatation pendant la marche jusqu'au camp de base. Déjà, si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, à comment tu dors, ton mindset, si tu sens que tu dérapes un peu, tu es nerveux, il faut que tu prennes soin de tous les systèmes. Fait que tu es déjà à 100% dans l'aventure. Puis surtout qu'en endurance, les erreurs de début de parcours sont tout le temps exposées plus tard. Fait que tu prends soin de toi, là, c'est commencé. Wow! Et là, vous dormez dans des campements? Oui, des petits lodges le long de la route. Et puis, quand tu arrives au camp de base, ben là, tu es dans ta tente pour le reste de l'expédition. Puis là, y a-tu beaucoup de monde? Ça varie. Donc, évidemment, tu as beaucoup de monde sur le sentier pour se rendre jusqu'au camp de base parce que c'est la saison qui est favorable. Tu as beaucoup de curieux qui viennent voir au camp de base. Bon, des gens qui vont grimper jusqu'en haut. Au camp de base, ben, ça varie selon les années, mais tu as à peu près 100, 150 tentatives par année. Il n'y a pas eu beaucoup de succès dans les dernières années pour plein de raisons. Mais il y a un peu de monde. Puis le camp de base, ça ressemble à quoi? C'est pas un camping ou c'est un champ de pierre, c'est un glacier. Ta tente est placée sur la glace, tu la retravailles à chaque 10 jours parce que ça a fondu puis ça a travaillé. Fait que c'est pas... t'es dans un genre d'inconfort constant. C'est une des choses qui est difficile sur l'Everest, c'est que l'Everest, ou la haute montagne en général, c'est pas comme l'escalade de parois qui est plus comme un sprint. Tu passes beaucoup de temps à attendre. Tu grimpes pas tous les jours, tu n'es pas dans cet état de sprint-là. Tu attends la bonne météo, tu attends d'être acclimaté, tu es tout le temps en train d'attendre, dans le fond. Mais tu es tout le temps un peu exposé puis un peu inconfortable. Puis ça, c'est un des aspects du défi. Mais toi, visiblement, l'inconfort, t'es rendu confortable là-dedans. Là. Oui, pas dans un esprit sadomaso. Tu sais, comme... Je trouve ça le fun. Tu sais, c'est sûr, j'aime ça, un feu de foyer, un verre de vin rouge avec ma blonde. Là. Ça, c'est parfait aussi. Là. Mais j'aime ça, tu sais, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose. J'ai l'impression d'être en vie. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Tu sais, puis c'est tous les bons souvenirs, puis ce qui sort de ça. Tu sais, clairement, tu t'en rappelles. Donc, c'est le fun. Et là, quand tu t'acclimates, c'est combien de temps qu'il faut t'attendre? Comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est le corps qui se met à produire plus de globules rouges. Puis bon, il va être plus efficace en haute altitude. C'est des pauses de 2-3 jours. Ce qu'il y a à savoir aussi, c'est une fois que ça s'est fait au camp de base,
tu montes au prochain camp, tu passes un peu de temps là, mais tu redescends jusqu'au camp de base. Donc, l'ascension de n'importe quelle montagne qui fait à peu près 7000 mètres et plus, ce n'est pas une ascension graduelle vers le haut. Ce qu'il faut faire, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, faire ça plusieurs fois. Fait que ça aussi, c'est drainant. Fait que tu montes 3 fois la montagne. Ouais. C'est incroyable. Fait que là, entre le camp de base puis le deuxième camp, c'est quoi la différence d'altitude? Le camp de base est à peu près à 5100, 5300. Le camp 1 est à peu près à 6100. OK. Donc, tu as un dénivelé d'à peu près 1000 mètres. Et là, ça, c'est combien de temps d'ascension? Ça, c'est un 10-12 heures. Surtout du camp de base au camp 1, c'est la chute de glace Khumbu. Tu as des glaciers, tu sais, tu es dans un... Il faut que je t'envoie des photos. Tu es dans un environnement, là. C'est juste des glaciers gros comme ta maison, des grosses crevasses, puis tu es entouré là-dedans. Là, tu es gros comme ça. Tu traverses ça, il y a les échelles, puis tout ça. Fait que ça, c'est vraiment une partie vraiment inspirante, intimidante. Tous les mots que tu veux mettre là sont bons. C'est demandant, ça peut être périlleux. Est-ce que c'est plus une marche au début ou tu grimpes beaucoup? Un peu de tout. Puis il n'y a aucun secret. L'Everest, c'est pas la montagne la plus technique au monde. Dans la chute de glace, tu as de la traversée de crevasses, tu as une coupe de mur. C'est loin d'être simple. Ensuite de ça, du camp 1 au camp 2, c'est une grande marche parce qu'on ne monte pas beaucoup en altitude, mais tu traverses un champ de crevasses. Donc, puis les crevasses, tu sais, le défi, c'est quand ils sont remplis de neige, sont cachés. Sans ça, si la crevasse est exposée, tu tombes dedans, ça, c'est de la sélection naturelle. Ouais. Mais c'est de naviguer correctement avec ton équipe, bien attachée. Tu sais, si les crevasses sont dans ce sens-là, ben on navigue comme ça. Bon, puis là, vous êtes attachés. Oui, l'un à l'autre. Oh my God. Ouais, c'est hot, ça. D'avoir confiance profondément en l'autre. Oui. Puis, tu sais, c'est comme, si tu fais pas tout ce qu'il faut pour que les autres réussissent, ça aussi, c'est une belle leçon. Tu vas nulle part t'attacher là, à ces gens-là. Fait que, il y a tout ça. Puis là, en haute montagne, c'est un petit peu plus technique. Puis quand vous redescendre, tu sais, mettons, quand tu dis que c'est une ascension de 10-12 heures, ça comporte montée-descendre entre les deux camps? Non, c'est 10-12 heures pour se rendre là. Tu passes 2-3 jours là, puis là, tu redescends. La descente, est-tu plus rapide? La descente est un petit peu plus rapide. Oui, mais tu restes sur tes gardes quand même. Ça, c'est certain. Là, c'est quoi que ta machine ça bip, hein? Ben oui, mais c'est dérangé. Mais non, mais c'est fascinant. C'est la pompe insuline qui envoie une alerte et c'est la glycémie qui a glissé un peu trop haut. Puis là, la pompe va me donner un petit peu d'insuline puis tout va se réparer. C'est fucked up. Normalement, est-ce que, avant que tu aies cette machine-là, est-ce qu'il aurait fallu que tu prennes une collation? C'est à ce moment-là qu'il faut que tu bois un jus, quelque chose? Bonne question. Fait que là, la glycémie est trop haute. Fait que ça prend de l'insuline pour la faire redescendre. OK, c'est ça. Si je mange, elle va continuer de monter. OK, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. La descente, c'est-tu plus rapide, excuse-moi? Oui, dans le sens où il y a c'est toujours un petit peu plus rapide, tu descends, mais il faut vraiment pas baisser les gardes. D'ailleurs, la majorité des décès sur l'Everest, c'est en redescendant, pour plein de bonnes puis de mauvaises raisons, honnêtement. La fatigue, j'imagine. Oui, de la fatigue, puis de mauvaise planification, puis une obsession pour le sommet. Si tu planifies ton énergie pour te rendre jusqu'au sommet, ben tu vas atteindre le sommet, mais tu ne reviendras pas à la maison. C'est ça. Il faut que tu en gardes dans le tank pour revenir. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous mangez pendant ce périple-là? Comment tu te nourris? Au camp de base, on mange super bien parce que le camp de base est ravitaillant tous les jours. Tu es sur le glacier, fait que tu es dans un gros frigidaire, fait que tu peux entreposer de la viande, des trucs comme ça. Il y a une équipe au camp de base. Vu que c'est un processus de 2 mois, ben, tu as une équipe qui ne bouge pas du camp de base, qui fait juste cuisiner. Donc, on mange bien. Plus haut en altitude, ben là, c'est les rations qu'on fait réchauffer. On ajoute de l'eau, c'est plein de calories. Tu t'apportes un petit peu de comfort food, tes bars, tes trucs comme ça. Moi, d'un point de vue diabète, c'est important que j'aille ce qu'il faut aussi. Mais c'est vraiment aussi ça, puis le sport d'endurance, tu t'alimentes pour nourrir la machine. La notion de plaisir dans la bouffe sort un petit peu, puis ça devient beaucoup plus fonctionnel que d'autres choses. Et là, tu portes tout ça sur toi, ta nourriture?
Pas tout le temps. Puis là, je reviens à mon hommage au Sherpa. OK, c'est ça. Donc, le camp de base est ravitaillé. En altitude, ben oui, on en transporte une partie. Là, je veux dire, on travaille aussi. Ouais. Mais il y a des Sherpas qui travaillent pour aller porter de la nourriture en haut, puis ils reviennent en bas. OK. Ouais. Il y a des gens que c'est ça leur job. Oui. Puis il faut que ça soit dit et redit. Puis je te jure, j'ai de la misère à prendre des fleurs des fois pour tu sais, je suis fier, j'ai travaillé fort, puis je l'ai fait avec une maladie complexe. Puis je pense qu'on l'a bien fait aussi. Tu sais, on s'est pas fait monter en haut, on s'est entraîné en équipe pendant des années. Bon, on a tout fait ce qu'il fallait. Mais il reste que sans le travail de ces gens-là, tu peux pas y arriver. Ben oui, c'est clair. Et là, une fois, mettons, c'est toujours dans... Est-ce que vous nourrissez des fois pendant l'ascension? J'imagine que oui. Ouais. Est-ce que vous arrêtez pour faire comme quand tu dis chauffer, c'est une petite tank à gaz que vous avez? Oui. Okay. Le truc que tu utilises en camping. Là. Tu fais fondre ta neige, ta glace, tu fais de l'eau avec ça, tu fais bouillir un petit peu, tu ajoutes ça dans ton sac, puis tu mélanges ça, puis c'est un peu de la bouffe d'astronaute. Là. Puis là, il fait-tu froid, mettons? Quand tu te nourris, t'enlèves la protection au visage? Oui, ça, c'est un autre bon souvenir. C'était au camp 4, là, quand tu es sur l'oxygène, tu es en très haute altitude, tu es à 25 000 pieds. Et là, tout se passe vraiment tranquillement. Là. Fait que quand tu mastiques puis t'avales, t'arrêtes de respirer. Mais ça, c'est problématique en haut. Fait que j'ai des souvenirs, tu es un petit bonhomme dans ta tente, tu tiens ton masque dans ta main, puis là, tu l'enlèves pour mettre une cuillère en bouche, tu remets le masque, tu mastiques, puis après ça, tu es essoufflé. Là, tu as une bouchée de prix. Fait que tout prend du temps, tout demande du respect, mais c'est pas comme si tu as tant d'autres choses à faire non plus. Ça fait partie de l'expérience, c'est pour ça que tu es là. Puis là, est-ce que vous êtes chacun dans votre tente ou vous co-chambrez? Hein? Oui. On est habituellement 2 par tente. OK. 2 par tente pour avoir moins de matériel à monter et tout ça. Puis quand vous arrivez au camp 4, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Oui. Par contre, il y a beaucoup moins de monde qu'au camp de base parce qu'il y a une sélection qui s'est faite. C'est pas tout le monde qui réussit à se rendre au camp 4. Habituellement, on a, même jusqu'au camp 2, on perd beaucoup de gens. C'est pas toutes les équipes qui ont la même agenda, la même stratégie, la même information de météo. Mais quand tu arrives au camp 4, c'est quand même un endroit super fascinant. Ça reste t'es pas encore au sommet, mais ça reste un club select. Puis tout le monde est dans le même bateau aussi. Tout le monde sait ce qu'il a fallu traverser pour arriver là et surtout ce qui s'en vient. Puis ça crée une vibe vraiment spéciale. C'est sûr. Là, c'est après combien de temps que t'arrives au camp 4 après combien de temps? Ça fait 1 mois, 5 semaines qu'on est là. Ça n'a pas d'allure. Ouais. T'as habité sur l'Everest pendant... comme l'Everest, ça a été ton OD, genre. Tu sais, comme Oui. Moins de frenchage, là. mais écoute, je me souviens, arrivé au camp 4, puis il y a un des décès cette année-là qui s'est passé la nuit d'avant, et le gars est enroulé dans un sleeping bag, puis il est à 20 pieds de ma tente, là, il est là. Puis je ne vais pas demander qu'il bouge, là, c'est comme ça, là. Fait que là, tu te couches, puis tu penses pas à ça, là. Oh my God. C'est intense. Puis, est-ce que tu réussis à dormir? T'as-tu la vibe? Pas du tout. Non, mais c'est des... faut en parler de ça. C'est triste, mais c'est la réalité, tu sais. Fait que... puis, est-ce que tu réussissais... Vous dormez combien de temps? Honnêtement, je pense que j'ai eu mes meilleures nuits à vie. Là, tu sais, tu dors, t'as l'esprit reposé, t'es heureux, tu fais ce que tu veux faire. Tu travailles fort le jour, fait que, tu sais, ça dort bien. C'est pas vrai que t'es stressé au point d'en shaker puis nerveux puis avoir la chienne. Si t'es comme ça, là, ça passe, ça marchera pas. Tu vas être dangereux pour toi et puis pour tout le monde. Fait que puis la préparation mentale dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça qui se passe avec les années. Tu arrives à un point où tu peux être calme de ces environnements-là. Ça te permet de mieux exécuter. Puis tu dors quand même bien.
le décor ressemble à quoi? Tu sais, quand le soleil se lève, les heures d'ensoleillement, c'est-tu long? La nuit, est-ce que c'est plus dark? Non, ça se ressemble là, ici, selon la période de l'année où tu es. La poussée finale vers le sommet se fait le soir. Donc, on part du camp, ça aussi, c'est surreal. Tu pars du camp 4, 8 heures le soir, fait complètement noir. Un pas 5 à 10 respirations. Les boys en contact radio, ton masque à oxygène, tu as le bruit du régulateur. Puis là, t'es sur la lune. Puis on parle d'ensoleillement puis de lever de soleil, puis ça doit être magnifique. Lever de lune sur le mont Everest qui sort dans l'horizon rouge. C'est comme un coucher ou un lever de soleil. Complètement fascinant. Puis là, ben, tu penses juste au prochain pas. Puis tu scannes tous tes systèmes, puis je peux te faire un autre pas. Parfait, tout va bien. Fait que ce paysage-là, l'environnement, il est aussi épeurant que stimulant, puis ça te remplit, puis tu as un travail à faire, mais je pense que c'est important aussi de prendre 2 secondes pour regarder ce qui t'entoure, puis t'en rappeler, puis l'emmagasiner, parce que c'est une chance d'être là. Est-ce qu'il ventait? Est-ce que ça ressemblait à quoi la température le soir où vous êtes monté? On a été chanceux. T'as beau être le meilleur alpiniste au monde, c'est certainement pas mon cas. C'est la montagne qui décide si ça passe, si t'es invité en haut. Et pas trop de vent, pas trop de grand froid, je veux dire, il fait pas chaud, là. T'as l'habillé, une pièce, tu sais, puis tout ça. Mais c'était quand même, entre guillemets, confortable. Et là, vous partez à 8 heures le soir. Et là, il faut savoir que ça fait 5-6 semaines que vous êtes là. Là, il n'y a pas, t'écoutes pas de musique, il n'y a pas, y a pas de lecture, tu es avec tes camarades, ton équipe, vous échangez quand vous avez l'énergie pour le faire, mais en ascension, ça jase pas fort, j'imagine. Fait que ça doit être un peu méditatif. Totalement. Tu es avec toi, tu es avec le pas, tu es avec chaque pas, le craquement, on parle de pleine conscience, puis de moment présent, c'est exactement ça, là. Oui, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il y a un téléphone satellite, j'imagine, pour l'équipe, puis c'est tout. Qui est en bas. Tu n'as pas ça avec toi là, dans ces derniers moments-là. Fait que c'est juste une expérience humaine. Oui. Puis tu es loin de ta mère. Là. S'il y a de quoi qui se passe pas bien, comme faut que tu règles le problème. Tu peux pas appeler une ambulance. Tu peux pas appeler comme tu es là tout seul. Puis ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de vivre parce que tu te rends compte à quel point tu as plus de ressources que tu penses. Personnellement, tu veux dire? Oui, à l'intérieur, tu sais, personnellement. C'est sûr, s'il y a quelque chose de grave qui se passe, on sait ce qui peut se passer, mais tu trouves ce qu'il faut pour continuer, tu trouves ce qu'il faut pour t'auto-calmer. Toi, c'était quoi? Honnêtement, moi, j'ai eu des journées difficiles plus bas en montagne. Il y a eu une des poussées vers le haut que je n'ai pas été capable de faire. Puis quand on est parti du camp 4 pour pousser vers le sommet, je suis comme parti comme un canon. Puis je le savais que ça allait se passer. Je savais ce que ça voulait dire. Je pensais à mon frère qui a la même maladie. Je pensais aux gens, aux kids qui allaient voir ça puis qui allaient se dire « Moi, je peux faire n'importe quoi dans la vie. » Puis ça a été ma meilleure journée sur la montagne. Ça aurait été supposé être la plus difficile. Ah ouais, je savais ce que ça allait vouloir dire. Il y avait du fun, genre. Ouais, mais c'était tough. C'est sûr. J'étais... Puis, tu sais, tu voulais pas vendre la peau de l'ours là, avant de l'avoir tué, puis il restait une grosse journée, mais j'étais vraiment heureux, puis je me sentais utile, puis j'avais l'impression que le message était important. Puis là, avant qu'on parle du sommet, ça peut sembler banal ou niaiseux, mais j'ai écouté un podcast d'un gars qui a traversé l'Antarctique à pied, ou l'Arctique à pied, j'oublie son nom, mais il est allé sur le podcast de Joe Rogan, puis... Et je me souviens qu'il racontait qu'il devait quitter des affaires que l'on pense pas, mais aller à la salle de bain. Mm-hmm. Comment ça fonctionne? Ça sort par la même place là-bas. Ça fonctionne comme ça. Écoute, je parlais au camp 4, tu as ton masque puis ta bonbonne, là. Fait que quand il faut que tu ailles faire un numéro 2, là, tu t'en vas pas à 2 km là, pour que personne ne te voit. Là. Tu sors de ta tente, tu vas à 25 pieds, puis comme il y a du monde qui sont là pendant que toi tu fais ça, puis honnêtement, tu t'en fous totalement. Tu es en mode survie.
tu fais ce qu'il faut, puis tu te rends compte, on n'est pas si capricieux que ça, puis quand on est devant une situation difficile, on fait ce qu'il faut. Fait que toi, une toilette publique à cette heure, là, ça te gêne pas, là. C'est le luxe. Quoi? Des murs, wow! Oui, c'est ça. On voit mes pieds. C'est mieux que tout ce que j'ai connu. Fait que là, vous partez à 8 heures le soir et la dernière montée dure combien de temps? Toute la nuit. On atteint le sommet le lendemain matin. Vers 7-8 heures le matin. Ouais, nous, on était là à 9 heures. Wow! Une montée de 11 heures. Non, 13 heures, excuse-moi. Ouais. 13 heures. Et comment ça se passe quand ça prend combien de temps entre le moment où tu vois le sommet puis tu y rentres? Tu le vois vraiment vers la toute fin. Puis avant le sommet, tu as une des parties les plus difficiles. Le réseau d'Hillary, les Hillary Steps. Tu as des sections qui ont 6 pouces de large, tu as 10 000 pieds à côté, tu peux être de retour qu'en 2, selon moi, 3 secondes, tu es là. Fait que cette idée-là, c'est vraiment quand tu es plus fatigué que le plus gros effort est demandé. Fait que puis ça, c'est une section d'une grosseur de travail là-dedans. Puis après ça, là, c'est un peu le tapis rouge. C'est une pente super douce vers le sommet. Il faisait beau, puis on savait que ça allait se passer. Puis à partir de ce moment-là, là, tu le vois. Puis là, déjà là, ça commence à être émotif. Le lever du soleil au sommet de l'Everest. Ouais. Puis là, est-ce que vous étiez... y avait-tu beaucoup de monde ou vous étiez juste vous autres? Il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai fait en 2008, puis bon, on a tous vu des histoires d'embouteillage là-bas, puis des situations qui se détériorent. On était notre équipe. Il y a une équipe qui quittait le sommet quand on est arrivé, donc il y avait pas foule, là. Puis là, vous arrivez en haut. Là, c'est quoi qui se passe? C'est quoi le sentiment? Tu sais, t'as rêvé à ça toute ta vie, puis quand je grimpais dans les arbres, quand j'étais petit gars, je pensais à ça. Fait que c'est magique. T'es là. Mais t'es là 5 minutes, 300 secondes. Après ça, il faut que tu redescendes, puis c'est la partie la plus dangereuse. Donc, commencer, t'en profites, tu l'emmagasines, c'est émotif, mais c'est vraiment difficile physiquement, là. Puis là, le cerveau ne fonctionne pas, puis ça s'appelle la zone de la mort, parce que même sur oxygène, tu as une fenêtre de survie de 72 heures, les cellules meurent tranquillement. Fait que tu sais qu'il faut que tu partes. Puis c'est comme... Tu veux partir, mais maintenant, tu veux rester là, mais c'est vraiment pas hospitalier là, comme endroit. Puis tu te rends compte que c'est vraiment un gros symbole, ce sommet-là. Puis j'ai un souvenir encore plus vif du moment où on est rentré au camp de base 4 jours plus tard. Puis j'ai le souvenir que c'est là que je me suis dit, j'ai réussi. Puis parce qu'au sommet, je me suis dit, j'ai atteint le sommet. Mais c'est pas fini. Mais au camp de base, je me suis dit, là, j'ai réussi. Parce que là, ça prend... Quand tu descends, est-ce qu'il faut que tu t'acclimates aussi? Non. Non, tu peux descendre rapidement, puis ton corps, il aime ça, dans le fond. Vraiment. OK, vraiment. C'est ça. Puis, fait que ça a pris 4 jours, redescendre? À peu près, oui. Et là, quand tu es arrivé au camp de base, comment vous êtes reçus? Eux autres, je veux dire, ils peuvent pas popper du champagne à tout le monde. C'est-tu la fête? C'est-tu... Un peu, mais tu sais, c'est ton équipe, puis c'est tes cooks qui, eux, ont fait un gâteau, tu sais. Il y a... Bon, c'est pas du champagne, mais on pop ce qu'on a, tu sais. Puis j'ai le souvenir de voir puis ils te mettent le ruban de prière, c'est le truc symbolique blanc qu'on voit, tu sais, te mettre ça autour du cou. Il y a plein de traditions qui nous permettent de vivre, puis c'est vraiment le fun. Wow! Puis là, au camp de base, vous passez combien de temps? On remballe tout, t'es hors de danger. Le sentiment doit être incroyable. Oui. Puis t'as quand même hâte de retourner à la maison. C'est un pays magnifique. Ceux qui sont allés au Népal le savent. Le Népal, c'est un pays où on retourne. Tu vas en Italie 2 semaines, tu fais le tour des vignobles, tu as du fun, mais l'été prochain, tu planifies un autre voyage ailleurs. Le Népal, tu y retournes, puis tu y retournes, puis tu y retournes. Donc, c'est un endroit magnifique, mais là, tu as vécu quelque chose de gros. 2008, peu de communication avec, tu sais, bon. Ouais. Fait que tu as hâte de revenir à la maison, puis de vivre l'après aussi. Puis là, après ça, la marche, encore 12-14 jours pour revenir. Oui.
Puis là, quand t'as atterri, puis que t'as resserré ta mère dans tes bras au retour, ça, c'est... Comment ça s'est passé? Ben, écoute, tu m'en parles, ça me fait des émotions. Ça se passe bien, c'est clair. Ça fait du bien à toi, à elle. Tu sais, tu fais cette promesse-là de revenir, puis là, tu l'as honorée. Je le répète, je pense pas que j'ai compris à chaque jour à quel point on peut être inquiet pendant 2 mois. Tu sais, pendant que moi, là-bas, je m'amusais. Je pense que ça me fait encore plus de quoi aujourd'hui, tu sais, d'en parler, puis de le réaliser, puis de revisiter qu'à l'époque. Mais c'est sûr, c'est un moment marquant aussi. C'est malade, mon gars, que tu as fait ça. Félicitations. C'est vraiment grandiose. Merci. C'est vraiment grandiose. Ça a pris combien de temps à récupérer de cette expérience-là? Quelques semaines. La récupération, par exemple, pour la traversée du Canada à course, ça a été des mois avant que je me sente normal. Mais tu reviens de l'Everest, tu reprends du poids, tu manges, le corps se réadapte vite à... Avais-tu perdu beaucoup de poids? Un peu, pas trop. Pas trop. Tu sais, t'as pas bronzé en altitude, là, t'as brûlé, t'es épuisé physiquement, t'as toussé beaucoup, fait que les poumons, t'as un peu de fluide, bon, tout ça se place relativement vite. Puis, parlons-en de la traversée du Canada parce que c'est arrivé quelques années plus tard, 6 ans plus tard. Entre ces années-là, tu as fait des ultramarathons, des Ironman. Est-ce que, à quel moment tu as fait « Ah, ça va être ça ma vie, dans le fond, j'ai besoin de tout le temps me mettre un nouveau défi? » Je sais pas. Tu sais, c'est pas une... La question est super valide de l'extérieur. Quand c'est toi, c'est ta vie, je sais pas, tu dis pas « j'ai besoin de ça ». Tu dis « ah, j'ai le goût de faire ça ». C'est ça. Tu prends, l'appétit vient en mangeant, fait que tu vas en faire encore plus, puis tu veux, je sais pas, améliorer ton temps, ou tu veux... fait que c'est des choses que j'aime vraiment faire. Tu sais, c'est pas un fardeau que je me dis, il faut que je fasse quelque chose d'autre si je veux continuer de faire mon métier. Mais quand est-ce que la course est entrée dans ta vie? Est-ce que tu courais déjà avant l'Everest? Ou... Pas tant. Fait que c'est après. C'est vraiment après. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une course que j'ai vue passer, c'est la course dans le Sahara. Donc, le fameux marathon des sables, 250 km en autonomie presque complète. Puis la raison pour laquelle je trouvais ça fascinant, je me suis dit, ça peut pas être plus différent que le Mont Everest. Ça va être... Puis j'ai jamais fait ça, fait que c'est sûr, je vais être vraiment poche. Puis c'est pour ça que j'étais allé. Je me suis dit, tu sais, je peux pas apprendre plus qu'en faisant quelque chose complètement différent. Puis la course s'est bien passée. Mais là, ça, c'était en quelle année? En 2012, la course dans le Sahara. OK. Puis en revenant, je me suis dit, hey, j'ai aimé ça, courir longtemps comme ça. Ça m'a donné de la confiance, je m'étais bien préparé. Puis c'est après ça que je me suis dit, ouais, ça fait du sens courir un marathon par jour, traverser le Canada à course. Je pense que je suis capable, on va le faire. On va y arriver. Mais la course dans le Sahara, je veux savoir, je veux que tu m'en parles, parce que j'ai jamais été dans un désert. Fait que là, comment tu t'es préparé à ça? Pendant combien de temps, mettons, à partir du moment où tu as fait « OK, là, je me prépare pour ça officiellement ». Cette année-là, j'ai fait, je me souviens plus, 1 ou 2 Ironman. Fait que j'ai été focusé là-dessus. J'étais en endurance, puis t'apprends sur la nutrition, t'apprends comment prendre soin de ton corps sur des longues épreuves. Il y a eu un bloc de course d'à peu près 2, 3, 4 mois focus sur l'endurance, mais pas plus avant. Parce que tu faisais déjà des Ironman. T'en as fait combien? 10. Incroyable! T'aimes-tu encore ça, faire ça? Ben oui. Ah, c'est que t'es bon, man. Est-ce que tu nageais aussi avant ou t'as appris à bien nager pour... Je nageais quand j'étais jeune, mais tu sais, je te disais que j'étais poche. Tu sais, avant, quand c'était les couleurs là, des cours de natation, j'ai coulé mon jaune, le premier. Tu sais, j'ai coulé mon jaune. Ironman, 10 fois. Est-ce que ton temps s'est toujours amélioré? Ou j'imagine qu'il y avait des dénivelés différents selon où tu le faisais. Puis au début, tes temps s'améliorent toujours. Puis là, tu pognes... Tu sais, comme ton premier, si jamais ton plus vite. Puis là, tu l'améliores. Puis après ça, tu pognes ta course où tu recules un peu. Ça s'est pas passé comme tu voulais. Puis fait que ça t'apprend là-dedans aussi. Mais là, je stagne un peu autour de 10 heures. J'ai une petite course décevante l'année passée. Mais
tu fais... Faut pas que tu fasses ça juste pour ça, sans ça, tu perds le plaisir. Ouais. Ton Ironman favori, ça a été lequel? Tremblant. Ouais. Tremblant. Celui que tu étais là. Famille, amis, tout le monde est là. Puis ça change tout. J'ai fait des Ironman aux États-Unis tout seul, des endroits magnifiques. Mais tu sais, tu es tout seul le matin, tu fais ta course, il n'y a personne qui t'encourage. Pas qu'il faut que tu aies besoin de ça. Ça, c'est super important. Faut pas que tu aies besoin de ça. Mais je veux dire, ta famille, tes amis au fil d'arrivée, c'est le fun. Là. C'est sûr. Fait que là, tu finis ton Ironman, tu es tout seul, tu retournes dans ta chambre d'hôtel, c'est pas le best. Là. Ouais. Il y a quand même, moi, ça m'avait fasciné à quel point, tu sais, j'avais recroisé des personnes qui avaient couru la veille, le lendemain matin au Tim Hortons avant de reprendre la route. Ils m'avaient reconnu parce que je m'étais déguisé particulièrement extravagant, là. Puis ils m'avaient remercié. Tu sais, hey, on se souvient de toi, ça nous a fait de. Puis j'avais vraiment senti ça, même, tu sais, j'étais allé voir votre départ, tu sais, à 7 h le matin dans l'eau. Puis je me souviens, le feeling de cette journée-là, c'était « Oh my God ». J'aimerais ça, réussir à faire ça dans ma vie. Le sentiment, la communauté, la vibe qui se passe, autant les gens qui travaillent sur le site que les gens qui participent, qu'évidemment les familles, les amis qui viennent encourager ou juste les gens qui habitent proches qui encouragent. Il y a tellement une communion, il y a quelque chose de très, très, très positif. Puis j'avais trouvé ce vibe-là, je me souviens, il devait être rendu, il était tard, parce que c'était jusqu'à minuit pour le terminer, si je ne me trompe pas. Et je me souviens encore, il y a un couple qui marchait main dans la main. Il leur restait 5 km à faire, puis eux, ils marchaient, le smile, mais il est rendu comme 11 h le soir, tu sais. C'était super intense. Il y avait des gens qui souffraient beaucoup. Si, on dirait que jusqu'à 7 h le soir, j'étais comme, faut que je fasse ça dans ma vie. Puis entre 7 et minuit, j'étais comme, oh shit, c'est un pensez-y bien en tabarnane. Parce que j'ai rarement vu des êtres humains souffrir comme ça. C'est intense en tabarnouche. Oui, c'est une super belle expérience. Puis juste comme spectateur, si quelqu'un a besoin d'écoute, là, puis a besoin d'être inspiré, comme spectateur, c'est une journée incroyable. Comme athlète, ben c'est fou aussi. Puis tu le décris super bien, c'est une tribu. Puis, tu sais, dans la vie, notre besoin d'appartenance, ben c'est ça. Puis les gens, ils veulent faire partie de quelque chose de great, puis qui va avoir un impact. Puis le Ironman, c'est un super bel exemple de ça. À quoi tu penses quand tu fais ça? Parce que t'as pas d'écouteurs? Non, pas le droit. T'as pas le droit. Pour sécurité. Ah, je comprends. Fait que tu sais, ça doit être fucked up. Moi, j'ai réalisé, je viens de commencer à courir, là. C'est tout récent dans ma vie. Et j'ai réalisé que des fois, je me surprends à compter. Genre, à un moment donné, je suis rendu à 200, puis j'ai compté jusqu'à 200, puis je m'en suis comme pas rendu compte, puis je sais pas pourquoi. Mais j'ai jamais couru de longue distance, tu sais. Mais là, tranquillement, pas vite, je veux comme monter, mais je me retiens un peu parce que je sais que je suis quelqu'un de vraiment intense. Je veux pas me blesser. Fait que là, je retiens un peu, mais j'aime vraiment ça. Mais on dirait que plus jeune, j'étais pas assez mature, on dirait, pour faire ça. Je sais pas si je vais me rendre un jour à faire un Ironman parce que je suis vraiment pas bon à la nage. Puis, tu sais, je veux dire, il faut se préparer, là, tu sais. C'est quand même... Il y a beaucoup de sacrifices en amont. Oui. Le plus dur, c'est pas se rendre au fil d'arrivée, c'est se rendre au fil de départ. Quelque chose comme ça. Yeah. Donc, ça demande plein de sacrifices. Toi, en préparation, est-ce que tu t'entraînes combien de fois par semaine en préparation d'un Ironman? C'est sûr que tu bouges 6 ou 7 jours semaine. C'est pas toutes des grosses journées. Il y a des journées de repos, entre guillemets, avec une ride d'1 heure facile ou des exercices au sol, de l'étirement, des trucs comme ça. Mais faut que tu prennes soin du temple. Et ça, c'est mon meilleur jeu de mots. Bravo, on a vu que t'étais fier. Hein? Il a pris une pause et comme, là, vous allez rire. Il y a personne qui applaudit. Comment, guys? Non, mais tu prends soin du temple pendant toute la préparation, puis c'est ça qui va dicter la performance. Là. La performance, ça devrait jamais être une surprise. Là. Tu sais ce que tu as mis comme effort et sacrifice avant. Tu dors-tu bien la veille? T'apprends à dormir bien. Les premiers, tu dors pas bien du tout. J'ai dormi, honnêtement, j'ai bien dormi une fois avant un Ironman, un beau gros 8 heures. Tu sais, que je me suis couché à 7h30, 8 heures, j'ai tombé comme une brique. Mais ça, c'était l'expérience. Là. C'est ça. Ton premier Ironman, quand tu as traversé la ligne d'arrivée, le feeling... C'est incroyable, c'est le fun. Tu as fait quelque chose que tu n'as jamais fait avant, tu es fier de toi. Je le fais avec le diabète de type 1. C'est pas simple. Puis ça, ce feeling-là, faire quelque chose que tu n'as jamais fait.
L'été passé ou cet été, j'ai refait des trucs. C'est moins spectaculaire, mais c'est des choses que j'avais jamais faites de ma vie. Puis comme tu arrives à la maison, puis tu fais hey, « wow », puis finalement, je suis capable. Ouais. Puis tu fais ça constamment, puis c'est ça qui t'aide tout le temps à monter la barre une petite affaire, puis à continuer de te développer. Puis fait que ce feeling-là, tu l'as, oui, à la fin du premier Ironman. C'est que tu réalises que c'est beaucoup plus dans la tête. T'sais, évidemment que physiquement, tu te dépasses, mais le corps est capable de s'acclimater puis de s'habituer à se rendre à cette intensité-là. C'est tellement des sports mentaux, je trouve, l'endurance. Oui, puis ça touche tes croyances. Qu'est-ce que... Tu sais, puis peu importe c'est quoi ta croyance que tu peux accomplir, c'est ça que tu vas accomplir. Là, je m'entraîne pour essayer de traverser le Canada en vélo en 2 semaines. Donc, 400-450 km de vélo tous les jours, 14 jours en ligne. Il y a 3 mois, faire 400 km de vélo en une journée, ça avait l'air carrément impossible. Puis là, j'ai commencé avec un 200, puis un 250, puis j'ai fait un 400 la semaine passée. Ben oui, j'ai vu ça. Puis c'est comme... C'était pas possible avant, puis là, ma croyance s'est rendue que c'est possible, puis là, ma croyance continue d'évoluer, que ça se peut de le faire 14 jours en ligne. On dirait que t'es un David Goggins, mais vraiment doux. Je sais pas si tu connais David Goggins. C'est un gars qui a genre le record du nombre de pull-ups en 24 heures, genre. Okay. Puis il est super intense. C'est un ancien militaire américain, puis genre, il fait des ultramarathons, puis tout ça, mais il est vraiment comme « Yeah, that's what you do! Fuck your inner bitch! Non, non, non! » Il est vraiment rough, genre. Un Goggins doux. Ouais, t'es comme David Goggins, mais vraiment soft. Il y a des vidéos sur son Instagram, c'est pissant, genre, il court, puis il fait comme un speech de motivation, puis il y a genre sa femme en char qui le filme, genre. Mais c'est juste, il court, puis il est comme « Yeah, this morning, I didn't want to do this shit, but finally, I just said I would do it! Fuck you're a bitch! » Puis il est juste comme « Go get it! » C'est malade, c'est fucking drôle. Wow. Le ultramarathon dans le Sahara, c'est une course qui dure combien de temps? 5 jours. Et là, tu t'inscris 1 an d'avance? Oui, à peu près. Puis ça, c'est accessible. Tu sais, il y a des trucs, il faut que tu te qualifies. Là, comme tu peux t'inscrire là pour l'année prochaine, si tu veux. Là. Puis comment ça, j'imagine, là, tu faisais des Ironman l'année d'avant, fait qu'il y a eu un 2 mois, comme tu disais tantôt, un petit peu plus axé vers la course. Encore une fois, les médecins, j'imagine, t'accompagnent, te préparent. Tu sais, le Sahara, là, il fait très chaud et très froid. Pas très froid, genre moins 20, mais ça descend à 5, 0 la nuit. Et il y a combien de personnes qui courent à peu près? On était 134 cette année-là. Puis là, est-ce que vous partez toutes en même temps? Oui, c'est 5 étapes chronométrées, puis un classement créé avec ça. OK. Fait que là, puis dans le fond, à chaque étape, t'arrêtes pas pendant? Dans le fond, il y a 5 pauses où tu dors? Oui, c'est ça. Fait que c'est les premières journées, tu as 4 étapes d'à peu près 40 ou 50 km. Puis c'est très, très lent. T'es dans le désert du Sahara. Fait que, dans le sable. Ouais, c'est dur courir dans le sable. C'est pas facile. Ça avance pas. Comment tu te préparais à ça? Tu t'es courir sur des plages? Pas tant, mais c'est plus musculaire. Puis c'est aussi, encore une fois, prendre soin de tes systèmes. C'est de l'endurance. Donc, bonne stratégie d'hydratation, de nutrition. Comment tu faisais ça? C'est des... Tu le pratiques. Moi, j'ai amené des gels, j'avais des barres, des trucs comme ça. Puis le défi de cette course-là, c'est que tu transportes tout. Donc, quand tu commences la course lundi matin, tu as ta bouffe pour la semaine. Donc, tes snacks pour la course, mais tu as tes 5 soupers puis tes 5 dîners. Tu as tout ça là, sur toi. C'est un défi de logistique aussi. Fait que là, tu pesais combien, genre, ton sac? Mon sac, si je me souviens bien, pesait à peu près 18 livres. OK. Quand même, si boire. Ouais. Puis là, tu es dans le sable, fait 45. Physiquement, psychologiquement, c'est pas le défi le plus dur parce que c'est juste 5 jours, comme mentalement, tu snappes pas. Honnêtement, mes observations, là, les gens, ils snappent à peu près après 10-11 jours, puis ils snappent s'il n'y a pas de fil d'arrivée en vue. Mais là, c'était 5 jours, puis... Qu'est-ce que tu veux dire, pas de fil d'arrivée en vue? Ben, si tu es dans une grosse épreuve, ça fait 10 jours que tu es là, ça va pas bien, tu sais pas trop ce qui va se passer, si tu vas atteindre le sommet, si ça va finir, peu importe ce qui s'est passé. Et là ça se met à mal aller, psychologiquement. Toi, ça t'es-tu déjà arrivé? Non, je pense pas. Il y a eu des moments tough, des noirceurs, mais c'est que tu commences pas par quelque chose de super gros.
Puis les choses que je fais maintenant, c'est mon next logical step. C'est ça. Mais quand ton next logical step, c'est le bon, puis c'est le bon pour toi, puis nanana, ben ça fait que si ça va pas bien, ben t'apprends, puis c'est pas non plus grave ce qui se passe, fait que c'est pas dangereux. T'as vraiment l'air d'avoir le bon. Puis comme tu disais tantôt, je veux dire, t'as appris au fil du temps, mais t'as vraiment. On dirait que ton caractère est vraiment rendu parfait pour ce genre d'épreuve-là. Ben, écoute, tu sais, c'est mon sport, c'est ma discipline. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça physiquement. Je suis pas un sprinter, là. Moi, fait il y a beaucoup du mindset puis des qualités que ça prend qui ont été acquises. Souvent à la dure, tu te trompes, ça fonctionne pas. Puis t'observes des gens qui réussissent dans ces sports-là, puis tu comprends qu'il y a un mindset qui fonctionne mieux qu'un autre. Puis c'est ça. Fait que là, au Sahara, c'est 40-50 km. La première journée, ça a-tu bien été? C'était-tu... Oui, sauf que la première journée, c'est la claque d'en face. C'est que tu arrives là en te disant... Tout le monde a checké les temps de l'année passée, puis tout le monde a dit « Ah, je pourrais peut-être finir 10e, puis je pourrais faire ça. » Je te jure, ça prend 1 heure. Tout est aux poubelles. Tu veux juste survivre puis finir. Il y a de quoi de magnifique aussi. Tu passes en 1 heure. C'est comme le Sahara, il fait ça. Puis c'est comme, j'ai quelque chose de mieux à vous apprendre. Là. Puis tu passes de compétiteur à coéquipier. Puis tout le monde s'aide, puis tout le monde se parle. Puis comme on se donne des conseils. Ah ouais. Ça, c'était vraiment trippant. Donc ça, c'est day one. Après ça, c'est ça. 4 jours. C'est pendant la course, les gens s'encouragent? Un peu. On n'est pas tout en bloc. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui closent les journées en 4, 5, 6 heures. Des gens qui prennent 12, 15 heures. C'est vraiment, vraiment varié. Fait que, mais tu crées des amitiés. Puis encore une fois, parce que chaque gramme compte, tu transportes tout. Fait que t'as pas de livre, t'as pas de sel, t'as pas d'iPad, t'as rien. Fait que tu jases avec le monde le soir. Puis t'as des gens partout au monde. T'as une couple de capotés là, qui sont là. T'as des gens avec des parcours incroyables, puis tu tisses des liens, puis t'apprends des gens, puis t'échanges. Fait que toi, ta première journée, tu l'as couru en combien de temps? Ah, je m'en souviens plus. Mais là, t'arrives le soir, t'es fatigué quand même. Faut que tu t'étires, comme faut que tu récupères, tu manges. Puis est-ce que tu réussis à dormir? Un peu, mais tu sais, t'es couché dans le sable. C'est pas une course de performance parce que tu transportes ta nutrition, tu dors pas bien, fait que t'as pas ce qu'il faut pour récupérer. C'est une expérience, c'est une course d'endurance, puis c'est un processus où tu te vides tranquillement. Fait que c'est celui qui contrôle l'érosion le mieux qui gagne. Puis la nuit dans le désert, ça doit être magnifique. Ouais, tu sais, il se passe pas grand-chose, mais le ciel doit être impressionnant. Ouais. Tu sors, faut que tu prennes le temps, les couchers de soleil, l'horizon, tout ça. Une chose qui m'a marqué, moi, c'est entendre le silence. Pour la première fois, ça, je n'ai parlé dans mon livre, c'est vraiment un moment percutant. Tu sais, j'habite en forêt, puis si tu vas marcher en forêt, ben il y a des bruits d'oiseaux, puis de branches, puis tout. Tu sais, c'est calme, ça fait du bien, mais c'est pas silencieux. Première fois de ma vie, silence complet dans le désert. Puis ça, là, c'est... Ça vient te chercher, ça vient te surprendre, parce que là, c'est comme... C'est pas pour être trop philosophique, mais c'est que t'entends, là. T'entends ce qu'il y a en dedans, là. Puis là, t'es avec toi, là. Puis il n'y a pas de cachette. Puis des choses qui sortent, t'sais. Puis, fait que ça, c'est une belle expérience. Ça aussi, c'est quelque chose que je souhaite aux gens, tu sais, les gens, des fois, ils disent comment je fais pour trouver ma passion ou c'est quoi mon why, puis tout ça. Tu cherches pas, là. T'écoutes. C'est là. C'est en dedans, là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai rapporté de là. Wow! La ligne d'arrivée devait être extraordinaire. Ouais, mais il n'y a pas un chat. Ah, encore, c'est ça. Il n'y a pas un maudit chat. Puis, tu sais, le jour 5, étape double, 87 km, tu finis en des gardes le meilleur pour la fin. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, il te reste presque plus de bouffe, puis c'est vraiment difficile. Puis, tu traverses le fil d'arrivée, en plein milieu de la nuit, il n'y a pas un chat. Chaque journée doit être de plus en plus dure. Tu es de plus en plus fatigué. Tu n'as pas le temps à récupérer. Ça doit être tellement difficile. Oui. Ça... Et là, tu termines cette course-là, tu reviens, tu es fier de toi, tu récupères. Et là, tu te dis, hey, dans le fond, je pourrais traverser le Canada à la course. Qui est une idée folle. Comme, j'adore la folie, là, je suis un grand fan. Là, fait que je le dis avec plein d'affection. Mais il y a à avoir l'idée, puis après ça, il va faire, OK, on le fait. Il y a beaucoup d'étapes. Ouais, puis
Moi, ma fierté, là, c'est même pas c'est pas la course puis courir un marathon. T'sais. Ça, j'aime ça. C'est ma petite affaire à moi. Ma grande fierté, là, c'est le avant. D'avoir réussi à monter un projet d'1 demi-million avec des commanditaires, avec une équipe incroyable, avec Pat, avec tout ça, d'avoir construit un message qui était... C'était ça, là. Tout le monde s'est rassemblé autour du message, pas autour d'un gars qui court. Puis, un projet de demi-million, c'est 2 ans se faire dire, comme non, puis il faut que tu pousses, puis que tu le dessines d'une façon qui devient attirante pour une organisation, pour une entreprise. Ça, il y a beaucoup d'idées qui meurent dans l'avant. Parce que soit qu'on n'est pas capable de les amener à la réalité, ou on se décourage, ou on arrête de croire à l'idée. Fait que ça, il y a une grande fierté dans l'avant. Puis, pour être un ami à Pat, les gens qui ne connaissent pas Pat Saint-Martin, je pense que c'était un Christy de bon allié à avoir parce que là, tu partais pour 9 mois. Là. Ben, c'était... Je veux dire, Pat, c'est pas la moitié du projet. C'est sans Pat, il n'y a pas de projet, là. On est tous codépendants là-dedans. Donc, c'est 9 mois sur la route, 9 mois dans une roulotte avec un de tes meilleurs amis. Pat qui est en charge de tout, sauf la course. Donc, c'est lui qui filme, c'est lui qui fait la liaison avec les médias, c'est lui qui conduit la roulotte, c'est lui qui cuisine. C'est ce qu'on a vécu. C'était incroyable, là, encore une fois. Et à ce moment-là aussi, il prenait énormément de photos. Tu sais, moi, j'étais beaucoup en communication avec Pat pendant ce temps-là. Tu le savais pas, toi, tu courais, mais Pat qui drivait derrière toi, les fois où il courait pas, parce que des fois, il allait se stationner plus loin, il te rejoignait, il courait avec toi. Mais sinon, c'était à 10 km/h derrière toi, peut-être. Oui. Puis, fait que j'ai souvent parlé avec lui au téléphone tout le long. Moi-même, je me souviens que j'ai parlé avec lui sur son chemin de retour. Parce que lui, il fallait qu'il ramène le truck. Oui. Tu sais? Fait que. Mais non, mais c'est un saint. Comme Patrick, tout le monde a besoin d'un Patrick, là. Puis, encore une fois, comme Seb, il traverse le Canada à la course. Wow. Non, check ça. Essaye de le traverser à 10 km/h en char, toi. C'est comme. Puis Pat aussi a vécu un défi incroyable. Il a accompli. Tu sais, il n'y a rien dans tout ce que j'ai fait qui est une réussite individuelle. C'est tous des succès d'équipe. Mais là, c'était 6 ou 7 marathons par semaine. 5 ou 6. 5 ou 6 quand même. Quel monde. Tu sais, t'es parti les pieds dans l'eau à l'est du Canada. Et là, il y a des gens qui t'ont accompagné un petit peu, mais la majorité, tu l'as fait tout seul. Tu sais, on est allé courir avec toi à Montréal. Tu sais, j'étais là avec ma petite sœur. C'était vraiment une belle journée. La vibe était vraiment bonne. Mais il y a des moments de grande solitude, là aussi, j'imagine, pour toi, là-dedans. Tellement. Tu sais, bon, Pat faisait des photos incroyables. On a des vidéos incroyables, là, tout ça. C'est pas la réalité, ça, là. La réalité, c'est que c'est long. T'es dans un champ de maïs pendant 9 mois. C'est solitaire, c'est méditatif. Tu commences à courir. Là. Souvent, quand on est avec nous pendant plusieurs heures, c'est pas juste des idées positives qui viennent. Je suis pas à l'abri de tout ça. T'sais. Fait que c'est l'épuisement psychologique. C'est tout ça, là, ce projet-là. Là. Comment tu faisais pour te ramener dans... Est-ce que tu te reconcentrais sur le mindset, sur le message? Un peu de tout. Tu sais, des fois, là, le message, c'est bien cute, puis pour moi, c'est le carburant ultime. Mais des fois, juste écouter ta musique préférée, ça fait un job aussi. Il y a des bonnes journées, de mauvaises journées. J'avais Pat avec moi. On était 2 amis, on se supportait. Je veux dire, j'avais une nutrition quand même. Tu sais, j'avais besoin de calories puis de bien manger puis tout ça, mais c'est pas vrai qu'on prenait pas une bière de temps en temps. Tu sais, t'es sur la route, tu fais un feu tous les soirs, fait que tu te rattaches à toutes ces petites affaires-là, ces petites bonheurs-là, puis c'est une journée à la fois. Une journée à la fois. Faut pas que tu regardes, il me reste 170 marathons. Tu te concentres à bien faire aujourd'hui. Puis si tu fais aujourd'hui bien, ben demain, ben arrive plus vite puis plus facilement. Puis là, la préparation devait être énorme parce que, tu sais, un Ironman, c'est une affaire, monter l'Everest aussi, tout ça, c'est des préparations, tu sais, singulières. Mais là, courir, c'est vraiment tough sur le corps. Tu sais, il y a comme l'impact à chaque pas. Fait qu'il a fallu que tu apprennes comme à courir parfaitement.
Ben en fait, c'est exactement ça. C'est que tu te prépares pas avec un volume si grand que ça. Faut que tu sois capable d'en prendre un peu, là, on s'entend. Mais je voulais arriver frais, je voulais arriver reposé, puis prêt à attaquer ça. Donc, c'est pas de courir beaucoup ou de courir vite, surtout pas, mais c'était de courir bien, exactement comme tu dis. Donc, pour réduire, éviter ou repousser les blessures ou en réduire la sévérité. Et puis donc, il y a beaucoup de travail au niveau du corps, au niveau de la cadence, au niveau de tout ça, là, bien courir. Qu'est-ce que tu as changé dans ta manière de courir à ce moment-là? C'était plus de la stabilisation. Donc, souvent, ça part... moi, tous mes petits défauts, mes petits bobos partent des hanches. Mes fessiers qui n'activent pas nécessairement. C'est pas une question de force, c'est une question d'activation. Donc, ça a été beaucoup de travailler là-dessus. Puis, tu roulais... Est-ce que tu courais à un pace précis? Non. Pas d'objectif. Moi, j'avais une distance à couvrir à tous les jours. L'objectif, c'est à peu près 40 kilos. Puis ça, c'est super puissant aussi comme conversation parce que 180 marathons, 9 mois, pas de blessure. Of course, tout fait mal, mais pas de cassure majeure qui fait que je suis sur le dos. Puis c'est à cause du pace, c'est à cause du rythme. Puis les gens ils se blessent à la course. Ça aussi, c'est ego-driven. C'est, tu te blesses pas à la course parce que c'est une question pas tant de volume, mais c'est les folies qu'on fait pour courir plus vite, pour avoir un meilleur temps. Mm-hmm. Fait que les exercices de vitesse, puis les drills en côte, puis tout ça. Ça, c'est dangereux. Donc, mais si tu as un rythme, si tu respectes ce rythme-là, puis tu acceptes que c'est un peu comme un élastique. Là. L'élastique va péter juste une fois. Puis, la différence entre toi et moi et un élastique, c'est que nous, nos limites ne sont pas statiques. Donc, des fois, il y a des journées capables de faire ça, puis il y a des journées capables de faire ça. Mais la journée que tu es juste capable de faire ça, accepte cette limite-là. Donc, il y a des 40 km que je courais en bas de 4 heures. Il y en a d'autres qui ont pris 5 heures et demie. Il fallait que j'accepte qu'il y avait de la côte des fois, qu'il fallait ralentir. Mais fait que ça, il y a un message super trippant là-dedans parce que pas de blessure pendant ça. Puis l'année d'après, retour au triathlon, vieux amour, désir de performance, 2 fois plus blessé que quand je courais un marathon par jour. Parce que là, tu voulais performer. Oui. Tes blessures, c'était quoi? Genoux, les attaches, un peu d'usure, un peu des trucs de vieux. Là. Quand tu as traversé le Canada aussi, est-ce que c'est peut-être trop technique comme question, peut-être niaiseuse, mais est-ce que tu atterrissais ton pied sur le talon ou sur les orteils plus? Plus plat. Plus plat. Je suis chanceux, là, j'ai une foulée, somme toute, quand même... pas pire, là, naturellement. Donc, le devant du pied ou le talon, ça crée... Les deux, on leur crée des problèmes, là, puis j'atterris pas comme ça, fait que ça va bien. OK. Puis, qu'est-ce que tu as le plus appris de cette traversée-là? C'est tellement une belle question. Ben, je pense que c'est le message, puis c'est la cause autour de laquelle tout le monde s'est rassemblé, qui a créé quelque chose de magique. Fait que si tu sais, puis souvent, quand les gens ils vieillissent, puis quand 1 million de plus, ça fait plus une différence dans ton compte de banque, les gens se mettent à chercher un sens. Puis ils se concentrent là-dessus. Puis des fois, c'est plus tard dans ta vie, ça. Puis la traversée m'a appris, attends pas. Donc, c'est pas à cause d'un exploit sportif qu'il y a des milliers de gens qui se sont ralliés autour de ce projet-là. Que j'ai eu du sport, que, c'est à cause du message, c'est à cause de l'intention puis de l'impact. C'est ça qui m'a permis de survivre à un marathon par jour. C'est ça qui a créé autant d'engagement, qu'il y a des gens qui voulaient aider, qui voulaient faire partie de tout ça. On n'a jamais cherché là, pour avoir du sport. Là. C'est les gens qui écrivaient, ils disaient, je vais vous trouver des hôtels gratuits, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais organiser un événement. Tu commences par donner quelque chose aux gens. Tu peux croire en quelque chose, puis le reste va suivre. Là. C'est peut-être une question niaiseuse aussi, mais mettons, là, OK, tu accomplis le 40 km de la journée. Là, il y a un point comme sur la route. Est-ce que vous marquiez physiquement le lieu où vous alliez dormir puis vous repartiez physiquement du lieu? Oui. Donc, roulotte toujours parquée au même endroit. Donc, c'était une roulotte qu'on tirait avec un pick-up. Donc, on était capable de laisser la roulotte au même endroit dans un camping, donc, bon, branché puis tout ça.
toujours pendant à peu près une semaine. Et de là, on fait les navettes vers le point d'arrivée puis les points de départ pour créer une ligne continue, ininterrompue à travers le Canada. Donc, au début, quand on arrive au premier campement, le premier jour, ben on est 150 km par là, puis on s'en revient tranquillement. Puis, à peu près une semaine plus tard, là, je suis rendu à peu près 150 km en avant. Fait qu'on appelait ça un moving day. Donc, ce matin-là, quand on changeait de camp de base de place, bien là, on attache la roulotte, on repart avec tout ça, conduit 150 km pour se rendre au point de départ de cette journée-là, court mon 40 km, puis à la fin de cette journée-là, on conduit un autre 150 km en avant pour se rendre au prochain camp de base, puis le lendemain, revenir là où j'ai fini. Fait que moi, j'ai couru, tu sais, je pense que ça a fini à 7200 km, quelque chose comme ça, mais le pick-up a fait quasiment 25 000 km cette année-là. C'est malade. T'as utilisé combien de paires de souliers? 8. 8 paires de souliers. 8. À quel moment t'étais comme, OK, là, faut que je switch? C'était-tu un nombre de kilomètres précis ou c'était le feeling? Ouais, c'est un nombre de kilomètres, puis aussi un peu le feeling. Tu le sens. Ça aurait d'ailleurs ça aurait dû être une dizaine de paires. Ils sont tous numérotés dans une boîte de telle ville à telle ville. Puis ça, personne ne pourrait me donner assez de sous là, pour me les acheter. C'est un souvenir incroyable, ça. C'est extraordinaire. Ouais. C'est fucking nice. Quand t'es arrivé à Vancouver, je sais que moi, quand j'ai vu les images, personnellement, tu sais, Pat, c'est un bon ami à moi. On se connaissait un peu à ce moment-là aussi. Je vous ai suivi tout le long. Fait que ça m'avait beaucoup ému de voir les images. Pat qui t'attendait dans l'eau à Vancouver. Puis il y a une longue file avec plein de gens qui t'encouragent jusqu'à la fin. Puis à la fin, tu rentres d'un bras à Pat dans l'eau, tu as traversé le Canada. C'est un exploit je t'en parle, j'ai des frissons. C'est un exploit qui est extraordinaire. Ça n'a pas de bon sens. Quand les gens ils demandent c'est lequel mon préféré des trois, là, il n'y a même pas de doute. C'est la traversée du Canada à course. À cause de l'impact que ça a eu, comment ça a fait de boule de neige, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Les gens suivaient ça. Pendant des années, je me disais, il n'y a rien qui va battre l'Everest. Là. Puis là, c'est incroyable à quel point... Je suis fier, là, mais... Note de bas de page, c'est d'exagérer, là, mais la traversée du Canada, il s'est passé quelque chose de vraiment, 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 vraiment magique pour des milliers de personnes. À cause, encore une fois, de ce que ça voulait dire. Fait que l'arrivée, ça, c'est le highlight de ma vie à date. Ça, c'est sûr. Dire que tout est possible. Ouais. Le message était fort. Oui. Ouais. Il y avait beaucoup de kids qui étaient là aussi. Je me souviens quand on est allé courir à Montréal, qui était quand même au début de votre parcours. Uh-huh. Je me souviens là, voir là, des parents avec leur... Je pense que pour des parents aussi, c'est rassurant d'avoir un Sébastien Sasseville à présenter à leur enfant ou de faire « Hey, ce gars-là a fait ça, ça se peut. » Est-ce que pour toi, je sens que c'est une motivation, évidemment. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre ça sans que ça pèse trop sur toi? Oui. Puis responsabilité, c'est un mot magnifique. Fait que ça, je le comprends bien. Je comprends l'impact puis le rôle d'influence qu'on a tous. Puis moi, je le vois vraiment comme une responsabilité. Je me sens privilégié dans ce que je fais puis de pouvoir le faire. Fait que non, ça ne met pas trop de pression parce que je sais pas, je fais ce que j'aime, j'essaie de le faire bien, puis je sais que ça fait du bien, puis that's it. C'est malade. Je sais que dans la traversée du Canada aussi, tu te gâtais des fois avec du McDo. Des fois, c'est mentir, je pense que c'est beaucoup. Oui. Souvent. Hey, au point où mon comptable m'a fait un commentaire. Tu sais, puis il y a une pile d'épaisse de reçus pendant un an, puis il dit « Ouais, il y a pas mal de McDo là-dedans. » Je te jure. Est-ce que c'était dur de repartir à courir après avoir mangé là? Mais c'est pas l'idéal, mais j'avais faim, je brûlais des calories. Tu sais, un trio Big Mac, c'est un snack, là. Je mangeais un trio Big Mac à 3h de l'après-midi, puis je soupais, là. Tu sais, j'avais faim. Fait que mon approche, ça a toujours été une approche de nutrition en 2 couches. La première couche, tu as besoin de tes superfoods, tout ce qui est vert, tout ça. Mais ensuite de ça, tu as besoin de calories. Puis quand tu es là, tu sais, là, je le vois avec mes longues raids de vélo, tu roules 5, 10, 15, 20 heures.
peu importe ce que tu manges au début, tu vas être écœuré à la fin. Là. Donc, tu as besoin d'un peu de diversité. Puis ton corps se met à craver quelque chose. Fait que là, ton corps, il dit, je veux ça. Puis là, ça prend ça. Fait et le premier layer de good stuff, il est super important, il est non négociable. Après ça, c'est des calories. Ça me fait, tu vois, j'écoutais un podcast avec Matt Fraser, qui a été 5 fois champion de CrossFit. Puis lui, pendant ses entraînements, c'était des bars Snickers. Puis lui, il est comme, je mangerai plus jamais ça de ma vie parce que mais c'était une affaire de calories, même affaire. Il était comme, fallait que j'en mange à la fin des trainings. C'est intense. Puis qu'est-ce que... Je sais que, me semble, Pat m'avait dit aussi que tu t'étais donné le défi d'arriver de l'autre côté du pays moins niaiseux. Fait que l'idée d'écouter possiblement des podcasts ou d'apprendre des choses au fur et à mesure, est-ce que ça a-tu été une réussite, ça aussi? Oui. Ben, c'est drôle, parce que on était tellement occupés, parce qu'imagine, tu cours un marathon par jour, mais c'est un gros projet, là. Fait après ça, tu t'assois au laptop, tu as des appels conférences, des événements à planifier, puis tout le kit, là. Donc, je m'étais mis à m'ennuyer de la lecture parce que j'avais plus le temps. Mais là, maintenant, j'allume et je me dis, je peux écouter des livres pendant 4-5 heures par jour. J'ai jamais été aussi brillant qu'à la fin de cette année-là. Là, ça s'est dissipé un peu. Mais j'écoutais des podcasts, j'écoutais les nouvelles, j'écoutais la BBC. Je me rappelle, Patrick avait commencé à faire la même affaire. Je rentrais dans le truck, je disais ce que j'avais appris. Il me parlait de ce qu'il avait écouté. C'était un bonheur. Quand dans ta vie, tu vas avoir le luxe de lire pendant 5 heures par jour? Jamais. C'est ça, il y a quelque chose aussi... C'est cool que tu appelles ça un luxe, là, dans le sens c'est super exigeant, mais ultimement, c'était un espèce de 9 mois de solitude. Même chose, quand tu parles de solitude, dans le sens c'est une équipe, mais il y a des micro-moments où tu es seul avec toi-même. Puis je trouve que le peu que je connais toi, je trouve que ça paraît. On sent ça, cette espèce de micro-sagesse-là qui grandit en toi de ces expériences-là où on dirait que ton humilité a grandi par rapport à la nature, par rapport à la vie, par rapport à hey, l'Everest c'est plus grand que moi, le Canada c'est plus grand que moi, mais en même temps tu les as comme conquis entre guillemets, mais en gardant cette humilité là, il y a comme je sens tout ça chez toi, puis je trouve que c'est une belle affaire. C'est super fin. Tu vois, c'est pour ça que je veux commencer à courir parce que je sens que j'ai besoin de casser ça chez moi. Tu veux juste faire ces affaires-là puis dire je veux apprendre quelque chose. Puis c'est ça le mindset, tu sais, quand tu arrives là, puis je sais pas si tu connais cette histoire-là, tu sais, l'expression en anglais, là, to arrive your cup empty. C'était l'histoire d'un vieux sage, là, puis il y a quelqu'un qui va le voir, puis il voulait des conseils, puis là, le vieux sage, il sert du thé, puis il dit, il dit, sers-toi, puis le gars, il remplit sa tasse est pleine, là, puis là, le vieux sage, il dit, c'est ça, moi, je peux plus rien mettre dedans. Fait que, tu es arrivé avec ta tasse vide, ça veut dire, t'attaques des défis, je pense que c'est important. Puis je veux toujours être prudent, je veux pas envoyer le message, c'est juste, il faut faire juste des grosses affaires. Je suis vraiment pas dans la performance, mais moi, je trouve que ces gros défis-là, le chemin pour se rendre est super riche. Puis c'est ce chemin riche-là que je choisis. Si tu arrives là-dedans avec un peu d'humilité, puis, tu sais, just willing to learn, c'est tout ce qu'il faut, là. Mm-hmm. Mais c'est clair. Mais là, la récupération a dû être beaucoup plus ardue là, du Canada. C'est tough, là, courir 9 mois. Oui, je regarde les vidéos de la fin, là, puis moi, je le remarque. Là, mon pelvis était rendu comme twisté un petit peu à cause des tensions. Mon dos était plus pareil. Ça a pris plusieurs mois là, à revenir complètement. Qu'est-ce que tu as fait dans les mois qui ont suivi? L'arrivée, c'était le 14 novembre, Journée mondiale du diabète. Incroyable. Oui. C'est vraiment touchant comme événement. Oui, c'était hot. Fait que, tu sais, après ça, 2-3 semaines de repos, puis tu manges, puis tu dors. Puis après ça, temps des fêtes, repos, tu sais, naturel. Fait il y a comme un genre de 6 à 8 semaines où j'ai pas fait tant d'activité physique, tu sais, ça a bien tombé. Ensuite, j'ai recommencé à nager, tu sais, pas trop d'impact. Puis j'ai retombé dans ma marmite. C'était une grosse année de triathlon l'année d'après. Est-ce que dans le monde du diabète, tu as repoussé certaines limites, j'imagine? C'est sûr. Je vais dire humblement. L'Everest, c'était-tu déjà arrivé? Je suis le 3e au monde. C'est malade. C'est malade, Seb. Tu as traversé le Canada.
comme ton pays. Il y a quelque chose aussi de tout ça, là, tu sais, de voir du pays, là, tu sais. Puis là, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire, OK, ben là, le Canada, je l'ai couru, mais là, puis c'est la raison pour laquelle je t'écris, parce que ça faisait longtemps que j'étais comme, faut que je revoie Seb juste dans ma vie. Et là, quand j'ai eu le podcast, à un moment donné, je vais recevoir Seb, c'est sûr, pour parler de tout ce qu'il a fait. Et là, quand j'ai vu ton projet, Sebastian comment tu l'as appelé le titre? Sebastian's Ride Across Ride Canada. Across Canada. J'étais comme, OK, ben, let's go, là, c'est le moment. Là, tu vas traverser le Canada à vélo. Le but, c'est de le faire en 2 semaines. C'est des 400-450 km par jour pendant 14 jours. Qu'est-ce qui a remotivé la machine? Ben, cette année, c'est le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline. En passant, c'est une découverte canadienne. C'est un prix Nobel de médecine. C'est un des grands cadeaux du Canada au reste du monde. Wow! Ça a sauvé des millions de vies partout sur la planète. Puis en bon canadien, c'est une découverte sur laquelle il n'y a pas eu de brevet. Puis on a dit, ben non, il faut que ça aide la planète, ça. Wow! Donc, je voulais célébrer ça. Je cherchais quelque chose de réalisable en temps de COVID. J'avais un peu peur que les courses soient annulées cet été. Puis, je suis quelqu'un... L'endurance, j'aime vraiment ça. J'ai un ami qui m'appelle le gros diesel. J'ai un rythme cardiaque naturellement bas. Donc, ça semblait un défi fait pour moi. Fait que là, entre le moment où tu as eu l'idée puis le moment où tu as pu l'annoncer, ça a pris combien de temps? Parce qu'encore une fois, là, tu savais dans quoi tu t'embarquais, c'est de l'organisation. C'est moins long que 9 mois, mais quand même. Ça reste un gros projet. Celui-là s'est produit, c'est concrétisé vraiment rapidement. Là. J'ai lancé une ligne à l'eau en janvier dernier. De l'extérieur, ça a l'air d'une randonnée à vélo, là, mais on a un projet d'à peu près 100 000 $ en termes de c'est complexe. Il y a une équipe vidéo, il y a une équipe de support, il y a l'équipement, il faut que ça soit sécuritaire. Donc, celui-là, c'est fait vite, mais c'est bientôt, là, c'est dans 3 semaines. C'est ça. La préparation, comment tu t'es... As-tu des coachs? J'ai un coach qui est un des diabétiques qui a le temps le plus rapide de Ironman, Cliff Sherb, un gars fascinant. Il vient d'où? Il est en Californie. On s'est rencontrés à travers des conférences, des défis, des trucs comme ça. Puis qui me suit. C'est grâce à lui que tout ça va se passer, encore une fois. Il te suit à distance? Oui. Fait que là, il te donne un plan de match. OK, ben tel jour, tu fais telle affaire. Puis là, tu le rappelles après, dire comment ça a été. Fait que là, tu fais des sorties de vélo depuis combien de temps? J'ai complètement arrêté le triathlon depuis cet hiver. Donc, j'ai un focus sur le vélo depuis à peu près 6 mois. Pendant l'hiver, c'est intéressant à quel point tu ne fais pas tant de longues sorties que ça. Tu travailles beaucoup en intensité pour augmenter, en termes de cycliste, ton FTP, ton Functional Threshold Power. Donc, augmenter ta puissance le plus possible pour avoir un plus gros coffre à outils. Et en se rapprochant du défi, c'est seulement là que l'on étire avec de l'endurance puis que c'est des grandes sorties. Là, quand tu dis augmenter ta puissance, c'est que chaque coup de pédale te fasse faire plus de distance. Ouais, être plus puissant, ouais. Fait que ça, est-ce que tu travailles ça sur un vélo stationnaire? Oui, vélo stationnaire, des entraînements différents, plus courts, plus intenses, plus difficiles. Travail de musculation aussi. Squat, deadlift. Ouais. OK. Puis, fait que là, tu t'entraînes 6-7 jours semaine? Ça ressemble à ça. Ce qu'on fait, c'est pas 6 ou 7 jours intenses, mais il y a du mouvement presque à tous les jours. Tes journées type ressemblent à quoi en ce moment? Je travaille de la maison comme beaucoup. Toutes les conférences, pour moi, c'est devenu virtuel. Donc, j'ai cette chance-là d'être à la maison, d'avoir mon studio à la maison, d'habiter en forêt, de pouvoir m'entraîner. Donc, les journées sont pleines. Ça commence tôt. J'ai vu que tu t'es levé à 3 heures la semaine passée pour faire ton 400 km. Oui. Donc, parce que tu avais d'autres choses à faire dans ta journée que non, ça? Non, parce que ça prend 17 heures faire 400 km de vélo. Oh my God! Wow! Ouais. Puis là, quand tu fais une sortie comme ça, tu fais-tu 225 km d'un bord, tu vas, puis tu reviens? Oui. Fait que you're committed. You're committed. Puis là, quand tu l'as fait, t'es allé où?
Sur la Rive-Nord, sur la 138. Donc, je suis parti de Saint-Gabriel de Valcartier, où j'habite. Je me suis rendu jusqu'à Berthierville, et puis là, je revirais de bord. Tu es allé dîner au Mike's de Guy Lafleur, puis t'es reparti. Wow! Oh my God! Puis là, comment... Tu fais ça... Tu l'as fait tout seul? Oui, seul. Ma copine qui était avec moi en voiture toute la journée, donc il y a des ravitaillements et puis tout ça. Et puis, la meilleure partie de la journée, je finis vers 9h, puis je dis, tu me rends compte, aux patates quelque chose, là, je vais manger une grosse poutine. Puis je suis arrivé 5 minutes en retard, puis c'était fermé. Non! Ça faisait 3 heures, j'en rêvais. Non! Je te jure, ma poutine, genre géante, là. C'est fermé. Je suis retourné à la maison, j'ai mangé des légumes, je me suis couché. Oh non! Ah, man, ça crush. Ah oui. Oh, yeah. Là, c'était la première fois que tu faisais aussi long? Oui. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été. Puis, un autre, conversation fascinante, parce que juste avant de partir, bon, j'essaie de parler de ça, réseaux sociaux, je veux que ça rejoigne des gens. Puis, tu sais, j'ai utilisé l'expression une pratique de 400 km. Puis, pendant ma ride, j'ai réalisé... C'est pas une pratique, 400 km, là, c'est 400 km. Puis ça m'a aidé à comprendre, encore une fois, comme il y a 3 mois, ça se pouvait pas, ça. Puis parce que j'ai fait un 100, puis un 200, puis un 250, c'est tranquillement devenu possible, un petit pas à la fois. Fait que ça s'est super bien passé. Plein d'apprentissage. Ma stratégie de nutrition s'améliore. Mes systèmes sur le vélo de navigation, je veux vraiment tester le même setup que je vais avoir pendant 2 semaines. Puis ça va être quoi, le setup? C'est un vélo moins performance, plus confortable, navigation en avant, j'ai mon cellulaire, un système pour communiquer avec l'équipe, la petite sacoche en avant pour avoir mon buffet carrément. Oui. C'est quoi que tu manges pendant que tu roules? J'utilise des glucides super rapides. Donc ça, quand tu as besoin de ce boost-là, tu as ça. C'est sous quelle forme? C'est des poudres que je mets dans de l'eau. Ensuite de ça, une autre source de glucides, une autre poudre, mais une absorption super lente. Donc, depuis que j'utilise ce produit-là, j'ai jamais bunké, puis ça s'absorbe continuellement, puis tranquillement. C'est vraiment intéressant pour la longue distance. Électrolytes, j'ajoute de l'huile de coconut dans mes gourdes pour avoir des calories d'extra. Les barres tendres, puis les barres sportives, puis tout ça. Puis c'est ça, à peu près mid-ride, ben là, il y a des arrêts de dépanneur. Puis c'est là que le bordel pogne. Puis tu sais, c'est les brownies. Puis c'est comme tout ce que tu es capable de rentrer, là, parce que là, tu as faim. Là. Est-ce qu'il y a un nombre de calories précis que tu dois ingérer par jour? J'essaie d'être à peu près à 50, 60, 70 grammes de glucides à l'heure. Donc ça, c'est un petit peu au-dessus de 200 calories. Tu ne réussis pas à ingérer tout ce que tu dépenses. Ça, c'est certain. Puis là, ta journée a duré 17 heures. Là, tu veux faire ça 14 jours de fil. Fait que c'est des très courtes nuits. Tu vas rouler presque non-stop. Tu roules ou tu manges ou tu dors. Il n'y a pas d'événements, il n'y a pas de médias. Il n'y a rien de tout ça. Puis là, le but, c'est-tu de le faire le plus rapidement ou c'est de faire 14 jours? Je mentirais si je disais le record actuel, le record Guinness, est à 13 jours et 4 heures. Pour la traversée du Canada en vélo. Ça a été fait en 13 jours et 4 heures. En quelle année? Ça fait à peu près 2 ou 3 ans. Okay. Un gars à qui j'ai parlé, donc en passant, Chris Bruckner, pour moi, c'est un geste de sagesse et de leadership, ça. Quand je l'appelle, puis il me dit, oui, je vais te dire tout ce que j'ai appris. Donc, c'est extraordinaire. Ça, je veux le mentionner. Wow! Donc, vraiment un cool dude. Donc, il n'est pas orgueilleux de son affaire, de non, c'est mes secrets, puis je te dirais pas, au contraire, il partage son savoir. Qu'est-ce qu'il t'a communiqué comme. Il m'a parlé de sa préparation, il m'a parlé, tu sais, parce que moi, j'avais des questions générales pour lui, tu sais, c'est quoi les grosses erreurs que tu as faites, c'est quoi des choses que tu ferais différemment, des choses qui ont bien fonctionné, c'est quoi le meilleur conseil que tu as à me donner pour ma préparation, tu sais, on y va comme ça. Fait que ça revient beaucoup à l'équipe de support. C'est que toi, comme cycliste, tu arrives prêt, tu sais ce que tu peux faire, mais c'est un défi collectif, c'est une réussite collective. Tout le monde a besoin d'être dans le même mindset, que chaque minute compte. Faut que
ton équipe être du confort, ton équipe sente qu'ils font partie de quelque chose. Puis ça, ben, on est en train de créer ça. Tu sais, le projet, on est tellement over budget, là, mais là, je suis en train de faire les T-shirts de l'équipe, même si on n'a plus une scène, parce que je veux qu'ils sentent qu'ils font partie de quelque chose. Yeah. Fait que Là, l'équipe, c'est combien de personnes? On a 2 véhicules, donc une équipe vidéo, donc 2 personnes temps plein qui vont documenter ça pour que les gens puissent le vivre avec moi. Et ensuite, on a l'équipe de support. Donc, des gens, on a une personne, un super bon ami avec moi, à moi, qui fait le 2 semaines au complet. Puis on a 2 ou 3 drivers qui se partagent la tâche pendant la traversée. Wow. Et t'es le seul à pédaler? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pédaler avec toi de temps en temps? Non, parce que tu n'as pas le droit de drafting pour avoir le record ou pour être éligible là, pour qu'ils l'homologuent pour des raisons de sécurité parce que, je veux dire, il y a tu peux halluciner, après 4 jours, tu perds les sensations dans tes mains, dans tes pieds, cognitivement, tu n'as plus de sommeil, tu es complètement épuisé, donc c'est pas safe qu'il y ait du monde qui roule juste à côté de moi puis qui veulent jaser, là. Faut vraiment que tu sois concentré sur la tâche. Est-ce que ça te stresse? On dirait que quand tu me dis que tu sentiras peut-être pas beaucoup tes mains, tu es sur un vélo, tu roules à quand même une bonne vitesse. Tu roules à quelle vitesse? Tu roules pas si vite quand c'est pour un défi comme ça, là. L'objectif, c'est de rouler à une moyenne entre 26, 27, 28, 30 km/h, 15, 16, 20 heures par jour. Donc, mais oui, ça me fait peur. Honnêtement, j'ai jamais eu la chienne comme ça de ma vie. Je t'ai confié, peut-être j'avais pas assez peur quand je suis parti pour le Mont Everest. Là, trust me, c'est comme, je sais que c'est l'affaire la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. Je veux dire, il y a des cyclistes qui se font frapper une fois de temps en temps. J'ai peur de peut-être pas réussir. C'est vraiment... il y a de la pression en ce moment-là. Est-ce que cette pression-là, tu réussis à la traduire en motivation? Oui, il faut. Puis je te cache pas qu'il y a des défis en ce moment. Puis la raison pour laquelle il y a une équipe vidéo, c'est qu'on veut tout partager, là. Le beau, puis le mauvais, puis les défis, puis tout ça. Fait que moi, je veux ça. Mais en ce moment... j'ai la tête pleine. Ça affecte un petit peu mon sommeil. Le sommeil, en ce moment, c'est l'affaire la plus importante pour la réussite de ce projet-là. Fait que oui, ça se transforme en motivation, ça se transforme en je veux que l'équipe performe, puis bon, tout ça. Mais je l'ai dit tantôt, le plus tough, c'est se rendre au fil de départ. Puis là, j'arrive au point où on planifie, on revire toutes les roches, on essaie d'être le plus près possible. Puis là, c'est le temps de partir. C'est le temps d'arrêter de planifier puis de gérer des vrais problèmes dans la vraie réalité puis de s'adapter, tu sais, puis c'est le temps d'y aller, là. Parce que là, le départ approche, c'est le 3 juillet, c'est ça? 28 ou 29 juin de Vancouver. Puis là, aujourd'hui, on est quelle date? On est le 9-10? 9. On est le 9 juin. Fait que c'est dans 20 jours, plus ou moins, 19-20 jours. Puis là, à ce jour, là, tu te sens comment? Ben, je me sens bien. Il faut que je dorme plus. Mais... je suis fier de ce qu'on a bâti. Puis le 11, c'est les commandites, c'est la fondation, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui rend ça possible, c'est sûr. Tu pars quand pour Vancouver? 24 juin. À la Saint-Jean? Oui. Et fait que là, tu le fais de l'autre bord. Oui. Tu vas arriver où? L'objectif, c'est d'arrêter à Halifax. Là, les frontières semblent vouloir rouvrir. Pendant plusieurs mois, on se disait ça va risquer de finir à Québec, ce qui est quand même un défi. Tu sais, si tu fais Vancouver-Québec en 10 jours en vélo, je le répète, l'important, c'est le message. Ouais. Fait qu'on a une super belle histoire à raconter. Puis là, il semble que ça va peut-être ouvrir. Donc, idéalement, et pour le record Guinness, si j'ai ce qu'il faut, on verra bien, c'est de l'hôtel de ville à Vancouver jusqu'à l'hôtel de ville à Halifax. Wow! Fait qu'ils vont-tu fermer certaines rues, comme à certains événements? Je suis pas assez big. Non? Ça. Non, c'est vraiment... C'est solo, c'est ton équipe qui documente, qui doit créer plein d'évidences pour soumettre au record Guinness.
On verra. Mais honnêtement, dans toute notre stratégie média, il n'y a aucune mention du record. Là. Ça, je l'ai dit à toute l'équipe dès le début, ça ne fait pas partie du narratif. C'est ça. Ça sera une cerise sur le Sunday si on l'a. Mais c'est parce que si tu annonces ça, ben comme si tu l'annonces puis tu le réussis, ben il n'y a pas d'histoire, c'est plate, ça. Il n'y a pas eu de tempête ou rien. Puis si tu ne réussis pas, ben là, c'est... Ben, puis c'est que ça devient le narratif, puis toi, c'est pas ça ton narratif. T'sais. Totalement pas. Fait que là, est-ce que tu te sens prêt? Comment tu te sens physiquement en ce moment? Au niveau vélo, ça va bien. Je me sens prêt, il reste un peu de finition. La confiance monte à chaque gros entraînement. Puis je me sens surtout prêt à cause de l'équipe. Man, ça s'en vient, c'est débile. Où est-ce qu'on va pouvoir suivre ça? Sur ton site web, j'imagine? Page Facebook, donc Sebastian's Ride Across Canada, puis mon compte Instagram à moi, Seb Inspire, avec le S à la fin, le Seb Inspires. Yeah. C'est extraordinaire. C'est sûr que je vais suivre ça. Puis je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont suivre ça aussi. Ça va être débile. Là, comment tu prévois splitter tes journées? Est-ce que c'est combien de kilomètres par jour? Entre 400 et 450? Oui, puis tout dépend de la météo. Il n'y a aucun secret que tu le fais à Vancouver. Tu pars de Vancouver pour des vents favorables, des vents d'eau. Tu peux avoir un vent de face dans les prairies. Fait que la différence, tu sais, avec un gros vent d'eau dans les prairies, tu peux faire 500-600 km par jour. Puis avec un vent de face, ça finit à 300 km, puis tu sais, c'est... That's it. Donc, l'idée, c'est de commencer avec 3 Monster Days, parce que peu importe ce que tu fais au début, tu es épuisé à la fin. Fait que might as well enclencher le plus possible. Puis ensuite de ça, essayer d'être le plus constant possible. Fait que tu estimes des journées de combien de temps? 16-17 heures sur le vélo, un 4-5 heures de sommeil. Je pense que ce qui va se passer, ça va être 3 grosses journées. Je pense que de temps en temps, ça va prendre un 8 heures de sommeil pour comme resetter, recharger, repartir. Puis ça, c'est un peu, pas trop s'entêter, prendre soin de la base, puis repartir pour continuer. Mais c'est sûr que ça va être des longues journées. Là. Eh oui, c'est clair. Il n'y a pas de journée de repos ou de... Puis peut-être s'en prendra une. C'est cool de venir dire sur un podcast que tu vas rouler 450 km par jour. T'sais, on verra ce que la réalité va décider de ça. Là. C'est 2 choses. Yeah. Hey, tu vas connaître le Canada d'aplomb. Pareil. Est-ce que tu vas passer sensiblement sur le même chemin que tu as couru, mais de l'autre bord? Ça se ressemble, mais surtout en Colombie-Britannique, là, je passe beaucoup plus par le nord. Puis là, à vélo, on essaie d'aller gratter puis économiser chaque kilomètre possible. Donc, mais ça reste sensiblement la même chose parce que j'avais dit à Pat, parce que quand on a fait le Canada à la course, au début, c'était bien romantique, notre idée, notre vision de tout ça. Puis on était là, on pourrait faire un détour par là, puis aller faire un événement dans telle ville. Je te jure, ça faisait 4 jours qu'on était partis. J'étais comme, Pat, la route la plus directe jusqu'à Vancouver. Là. Les événements, on ira en voiture. Là. Ah, c'est intense. Yo, t'es vraiment solide, Seb. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais te suivre de très près. C'est vraiment inspirant. Ben, merci pour les bons mots, puis merci de m'avoir reçu. Anytime, mon gars, anytime. Avant de te laisser aller, parce que je sais qu'il faut que tu ailles dormir, tu nous as souvent mentionné, tu sais, qu'il y avait des personnes qui t'inspiraient, des mentors, des gens qui t'ont appris certaines choses, tu sais, à travers les autres. Tu as mentionné le gars qui a traversé le Canada avant toi, qui a bien voulu te parler, tout ça. C'est qui les autres personnes dans ta vie? C'est pas des vedettes, puis c'est des gens dans mon entourage. J'ai un ami qui, tu sais, juste la façon dont il gère sa famille puis son couple, ça m'inspire, puis pour moi, c'est un mentor. Professionnellement, des gens que j'admire, ma famille, mes amis, tu sais, on est super occupés dans la vie. Mes amis, je les choisis méticuleusement. C'est ces influences-là que je chéris, puis qui m'aident à grandir. Puis, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, est-ce que tu te sens... Est-ce que tu es fier de toi? C'est quelque chose que tu ressens? Je commence à être capable de dire ça. Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur longtemps. Puis là, je suis capable... Je suis super fier de ce que j'ai fait. Puis c'est sans prétention. Puis
pas fier des accomplissements sportifs, mais c'est le... Ben oui, je suis fier, mais c'est l'impact qu'ils ont eu. Ça, c'est là-dessus que je continue de travailler. Est-ce que l'impact qu'ils ont eu, tu le ressens comment? C'est des messages que tu as ou c'est les gens qui t'appellent pour tes conférences? C'est tout ça. Je veux dire, tu reçois... Il y en a un que j'ai jamais oublié. C'est des parents qui nous disent... il y avait une jeune fille qui était diabétique, ado, c'est tough ces moments-là. Puis qui avait vraiment décroché, là, ça allait pas bien. Puis le lendemain de notre événement, la maman écrit, puis elle dit, là, quote unquote, elle dit « Merci de nous avoir redonné notre fille. » Parce que là, comme elle veut recommencer à prendre soin d'elle, elle a recommencé à rêver, elle veut, tu sais, bon, puis ça l'a transformé, cette soirée-là qu'elle a passée à votre événement, puis entendre, tu sais, les histoires, puis les mots d'inspiration. Fait que ça, ben, je suis super chanceux parce que ça arrive quand même fréquemment. Des messages comme ça, à chaque fois, ça fait ma journée. On se tanne pas de ça. Ça fait du bien, ça te donne le goût de continuer. Puis oui, ça fait que tu es fier de ce que tu fais. Si les gens veulent t'avoir en conférence, c'est sur ton site web, Seb Inspires. Oui, absolument. Facile à trouver. Yeah. Puis dans ta conférence, il y a un livre aussi qu'on peut acheter. J'imagine que tu racontes un peu justement tes motivations, tes embûches. Oui, okay. Absolument. J'ai un parcours en grande entreprise, fait que tout ce qui est conférence, ça reste pas trop corpo, là, je pense que c'est quelque chose d'inspirant, mais c'est toujours attaché à des thèmes d'agilité, de transformation, de leadership. C'est vraiment ironiquement, les gens ne me trouvent pas tant parce que c'est le parcours du moins vrai, c'est plus, bon, on a besoin de quelque chose d'inspirant sur le leadership, puis là, tu sais, je fais un peu les deux. Fait que, c'est quoi pour toi, comme quand tu penses à leadership, est-ce que tu penses à quoi? Ben, je pense aux autres. Puis je pense que c'est aider les autres à être meilleurs. Puis c'est de faire grandir les autres. C'est de donner des opportunités aux autres. C'est de les aider, eux, à atteindre ce qu'ils veulent atteindre. C'est ça, là. C'est les gérer. C'est pas donner des ordres ou être le boss. Ça n'a plus rapport, ça. Puis là, je vais bientôt te laisser partir. J'avais une dernière question que je viens juste d'oublier. Qui était... Oui, est-ce que là, tu vas pouvoir écouter quelque chose dans tes oreilles pendant... Non, surtout à vélo, tu vas entendre les voitures, tout ça, donc je finirai pas plus intelligent cette fois-là. Heureusement, c'est juste 2 semaines. Ouais. OK, ben... si j'avais quelque chose que je voulais te dire, il me semble que j'ai oublié. Crime, c'est quoi? Mais moi, ce que je peux dire, là... Quand t'es venu courir, là, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, puis tu sais, moi, je m'en venais ici, là, puis j'en parlais à ma copine, puis j'étais comme, Jay, c'est vraiment un good guy, là. Tu sais, puis avant qu'il soit big, comme, tu sais, je veux dire, c'était de bon cœur, puis t'as toujours voulu aider, puis être là, puis faire partie de quelque chose, puis être là, tu sais, puis ça, là, ça m'est revenu aujourd'hui, tu sais, puis j'étais comme... Puis c'est ça, je me disais, je veux que les gens, ils savent. Ah, t'es fin. T'es vraiment un good guy. T'es gentil. Ben, tu vois, pendant que tu me complimentais, j'écoutais pas parce que j'ai trouvé mon autre question. Hey, prends ce qui passe. Est-ce que la cause du diabète avance bien? Qu'est-ce qui reste comme chemin à parcourir pour que ça s'améliore encore plus? Ben oui, ça avance bien parce que les outils que j'ai maintenant, je veux dire, j'aurais pas pu rêver à ça il y a 20 ans. Donc, la FRDJ, la Fondation de recherche sur le diabète juvénile, le JDRF en anglais, pendant longtemps, le focus, c'était la cure, trouver une guérison. Ça l'a encore. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une cure mécanique. Donc, je suis encore diabétique, mais c'est beaucoup plus facile de gérer tout ça. Fait que il y a des bonds de géants qui ont été faits. Ça continue d'arriver. Il y a encore plein de nouvelles innovations qui s'en viennent. Ça va dans la bonne direction, mais il ne faut pas lâcher. Fait que les gens, s'ils veulent en savoir plus sur le diabète, y a-t-il une manière d'aider quelconque à travers tes événements, évidemment? Mais j'imagine qu'il y a des causes. Oui, ben la FRDJ, la JDRF, qui ont toutes sortes d'événements, qui leur mission première, c'est d'amasser des sous pour financer la recherche sur le diabète de type 1. Ils sont partout au monde. C'est une des charités les mieux gérées sur la planète.
Et c'est eux qui vont nous amener vers une cure. That's it. Seb, merci tellement d'être venu jaser avec moi. C'est vraiment, vraiment apprécié. Bon succès. Essaye de t'amuser. Je vais penser très fort à toi, puis je vais t'encourager très, 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 très fort pendant les 2 semaines que tu vas pédaler. On va suivre ça de très près. Merci infiniment. Cheers, mon ami. Merci.